voulais dire que Jean-Dominique fait partie de ces gens qu'on aime croiser dans une vie. Il y a 4 ans, je ne sais, enfin je parle pour moi maintenant, je ne le connaissais pas du tout. Et cette crise a fait qu'on a commencé à me parler d'un anthropologue suisse. Je me suis dit, ah bon, il y a un anthropologue en Suisse. J'ai beau habiter en Suisse, j'imaginais même pas en fait. Et j'ai fait connaissance de Jean-Dominique par les réseaux sociaux et je me suis accrochée à ce qu'il disait. Et j'étais absolument fascinée et également de voir votre évolution, votre façon d'aborder cette crise. C'est peut-être un peu prétentieux ce que je veux dire, je voyais votre humanité se révéler. Pas que je doute que vous étiez humain avant ces 4 ans-là, mais je pense que j'ai l'impression que les 4 ans que nous venons de vivre, nous ont tous tellement bousculés que nous redécouvrons toute une façon de vivre en fait. Outre l'humanité de Jean-Dominique, Jean-Dominique fait un travail absolument remarquable que j'imagine vous connaissez. D'abord, bon, il écrit des bouquins fantastiques. D'ailleurs, vous avez le dernier opus qui sera en vente et en dédicace à la sortie. Et Jean-Dominique tient également des émissions régulières que je vous invite à regarder sur les réseaux sociaux et qui sont une mine, mais une mine d'informations, de même que ses livres, pour nous qui sommes les fourmis de la réinformation, parce que je vous rappelle qu'il faut parler, que c'est la masse des gens qui savent ce qui se passe qui vont faire la différence en fait. Et quand les gens se réveillent, après ils ont les racines et la force pour dire non à la montée du totalitarisme et à refuser qu'on leur fasse faire des choses qu'ils ne veulent pas faire et qu'ils ne feraient pas en temps normal. Et Jean-Dominique est une source sans fin d'informations sourcées. Je vous invite vraiment à regarder ses livres, à écouter ses émissions, parce que ce qu'il dit n'est jamais pris en défaut. Et ça aussi, je vous remercie pour ça, parce que vous faites le sale boulot pour nous, et on gagne du temps, et ça c'est génial. Voilà, alors sur un plan plus protocolaire, je reprends mes notes. Donc vous êtes anthropologue médical et expert en santé publique. Vous avez enseigné dans une 15aine de programmes universitaires et de hautes écoles de santé. Vous avez créé des dispositifs novateurs en santé, des programmes de formation uniques basés sur la salutogénèse, les neurosciences et l'anthropologie appliquée. C'est ça ? Ok. Les livres, j'en ai déjà parlé. Et je voulais dire que c'est une discussion que nous avons eue hier ensemble à Lausanne, c'est que Jean-Dominique a toujours le sourire et a une joie intérieure qui émane de lui. Et malgré toutes les attaques dont vous faites l'objet, où on vous invente des vies que vous n'avez jamais eues, et alors, vous savez que vous n'avez pas de fiche Wikipédia à propos, mais comment ça se fait? C'est bien. Ça reste comme ça. Parce que je cherchais quelques bêtises écrites par Wikipédia pour faire un peu rire la population, et puis j'y suis même pas arrivée parce qu'il n'y a aucune fiche Wikipédia sur vous. Extraordinaire. Donc ce que je voulais dire, c'est que vous faites partie de beaucoup d'attaques, on vous invente des vies, et malgré ça, vous restez absolument serein. Et vous aussi, vous trouvez que cette crise nous permet de découvrir des gens absolument merveilleux, en fait, qui prennent leur avenir en main. Et ça, je trouve que on a beaucoup de chance, de ce point de vue-là, d'avoir cette opportunité de rebondir. Alors ce soir, vous allez nous expliquer pourquoi il demeure plus que jamais indispensable de parler encore du Covid, alors même qu'une immense majorité en refuse même l'évocation. Ils cherchent à tourner définitivement cette page douloureuse, sans être vraiment conscients que la crise Covid n'est que le premier étage de la fusée, et cette fusée étant l'agenda 2030 vers lequel une certaine élite veut nous emmener, bien malgré nous. Donc voilà. Donc après ces explications que Jean-Dominique va nous donner, vous auriez comme d'habitude un temps de dédicace, si vous le souhaitez, et puis précédé d'ailleurs de questions et de réponses. Voilà, je vous laisse la parole. Merci beaucoup Catherine pour cet accueil si chaleureux. Merci aux organisateurs, merci à monsieur le curé. Nous sommes dans la salle Jean-Marie Vianney
Saint Curé d'Ars. Et cela m'invitera à vous proposer une exploration dont le point de départ sera la spiritualité. On est fort bien entouré, il y a beaucoup de marques de dévotion populaire dans cette salle, et vous savez que les ethnologues adorent ça, parce que c'est un matériau extrêmement riche, et en ce qui me concerne, j'ai toujours été très sensible à ces formes naïves, mais extrêmement ferventes de dévotion populaire, donc je suis très très heureux d'être ici. Et puis en ce qui concerne les attaques, oui, certes, Johnny Cash, qui lui aussi a subi son lot de diffamation, disait, c'est vrai qu'on dit à mon sujet plein de choses qui sont fausses, mais s'il savait tout ce qui s'est réellement passé. Donc c'est moitié-moitié. C'est vrai que le fait de ne pas avoir de page Wikipédia, c'est une très bonne chose pour l'instant, j'espère surtout qu'il n'y en ait pas, parce qu'étant donné que ce sont des vitrines de diffamation qui sont aux mains de l'État profond et des officines qui le mandatent à cette fin, ben ça veut dire que les gens se retrouvent effectivement décrits sous des traits qui ne leur correspondent pas, ayant eu des vies qu'ils n'ont pas eues, et donc c'est beaucoup mieux d'être dans une certaine absence. Alors que je vous dise encore que, déjà j'espère que vous ne serez pas, bon, on est quand même dans un centre paroissial, mais trop défrisé par l'annonce que je vais surtout aborder le sujet qui nous rassemble sous l'angle de la spiritualité. Si c'est le cas, il est encore temps de vous faire rembourser, mais j'ai l'impression qu'au fond, ça va nous mettre encore plus dans le cœur du sujet. Parce que le sujet, c'est la fabrication du désastre. Effectivement, le travail auquel je me suis livré depuis 4 ans, c'est simplement de faire connaître ce que tout expert en santé publique compétent et honnête aurait dû faire savoir. Et en l'occurrence, cette idée très simple qu'on a fait face à une épidémie, mais en aucun cas à une pandémie, qu'il y avait un ensemble de principes construits au cours des décennies sur comment bien gérer un épisode épidémique et que toute cette science et ces connaissances ont été mises en échec. On leur a substitué tout ce qu'on savait ne surtout pas devoir faire pour finalement obtenir effectivement des dégâts qu'on aurait pu éviter et puis brandir ces dégâts en disant « vous voyez à quel point c'était grave ». Et ce qui est scandaleux sur le plan de l'intégrité intellectuelle et scientifique, mais aussi sur le plan de la responsabilité politique. Parce qu'à ce qu'on sache, le rôle de gouvernant n'est pas d'endommager la population, n'est pas d'infliger des souffrances inutiles, n'est pas de maltraiter de multiples manières, notamment les groupes les plus vulnérables de la population, et j'y reviendrai. Donc il y a eu évidemment quelque chose d'extrêmement choquant, mais qui nous a permis d'observer que le conformisme social et la peur d'aller à contre-courant et de se faire mal voir étaient encore suffisamment forts chez les gens, c'est vraiment avec un déficit d'éthique, ce qui fait que j'ai été un des rares à, excusez mon français, ouvrir ma gueule, alors que je ne suis de loin pas le plus compétent, le plus prestigieux. Catherine a eu la gentillesse de rappeler que j'ai longtemps fréquenté les milieux universitaires et mes travaux les ont intéressés jusqu'au Covid. Enfin, je ne suis pas un ponte dans ma discipline, je ne suis pas un grand expert en santé publique, mais il ne s'est trouvé que des gens comme moi et quelques autres, à l'exception de gens au CV scientifique exceptionnel comme Didier Raoult, Christian Perron ou Alexandra Henrion-Caude, mais tous les autres, nous sommes plutôt des seconds couteaux, des gens qui avons fait des choses un peu en dehors des grands cercles de pouvoir, mais là où tous ceux qui auraient eu la responsabilité de dire le vrai. Alors, je vais faire assez souvent référence à l'évangile comme un clin d'œil à notre curé, mais vous connaissez cet adage « la vérité vous rendra libre ». Et c'est vrai à tout point de vue, c'est vrai aussi en termes politiques, c'est vrai aussi en termes sanitaires. La seule chose qui peut entretenir notre salutogenèse, c'est-à-dire notre capacité de faire face sans être affecté ou atteint à une situation exceptionnelle, c'est de dire les choses avec vérité. Ça figure d'ailleurs dans tous les manuels de gestion des épidémies. Dire les choses de manière transparente et rassurante en évitant de faire paniquer la population. Or, tout ce à quoi on a été exposé au cours de ces années, c'est au contraire l'intention délibérée et magistralement réussie de faire paniquer la population. Vous savez qu'il y a même des groupes de scientifiques dans différents pays, en Allemagne et en Angleterre, qui ont révélé publiquement, nous avons reçu du gouvernement la demande de trouver les manières de présenter les choses qui soient le plus susceptibles de faire paniquer la population. Et de nouveau, c'est choquant sur le plan de l'éthique scientifique, mais c'est aussi parfaitement choquant sur le plan politique. Et donc voilà, je me suis retrouvé à ne pas, comment dirais-je, à ne pas
me laisser entraver par les conséquences possibles, c'était devenu évidemment un petit peu dangereux, de malgré tout essayer de dire le vrai, parce que à l'intérieur de moi, il y avait quelque chose qui n'aurait pas supporté d'être complice de quelque chose d'aussi faux et d'aussi toxique. Et malheureusement, je dois constater que l'immense majorité de mes collègues sont tombés dans ce travers. Alors cela dit, il faut leur donner malgré tout la circonstance atténuante qu'ils ne l'ont pas fait pour la plupart d'entre eux de manière délibérée et intentionnelle. Il y a eu toute une entreprise d'ingénierie sociale que je décrirai en partie dans le fil de cette conférence, mais que je décrypte en profondeur dans mon livre, qui a été appliquée d'emblée. Et au fond, le point de départ de ce second ouvrage, c'était ce constat que on a fait, mais littéralement, c'est même impressionnant quand vous faites la liste, tout l'inverse de ce qu'on savait devoir faire. Mais tout. Il n'y a rien qui a échappé à ce renversement absolument total. Et une fois qu'on a compris ça, et si on est rassemblés ici ce soir, c'est a priori qu'on l'a déjà compris, beaucoup de gens n'ont pas encore franchi ce pas, se pose la question, mais comment c'est possible ? Avec deux questions sous-jacentes. La première, c'est est-ce que c'était intentionnel ou est-ce que c'est une espèce de production systémique d'une société malade ? C'est une hypothèse qu'il faut aussi considérer. Quand une société est relativement déboussolée, qu'elle a perdu ses repères éthiques, qu'elle fait un peu n'importe quoi, qu'elle ne sait plus très bien où elle en est, c'est possible qu'elle produise des choses qui sont extrêmement contre-productives sans forcément qu'il y ait d'intentionnalité derrière. Mais ça n'exclut pas la possibilité qu'il y en ait une. Donc, premier élément, était-ce intentionnel ou pas? Et second élément, comment expliquer que tous ceux qui avaient la charge, la responsabilité, mais aussi tous les avantages afférents à leur charge de bien se comporter par rapport à ça, se soient comportés de manière aussi lamentable? Et donc voilà, c'est cette exploration à laquelle je me suis livré. Cela dit, je ne vais pas repartir bille en tête dans mes histoires de Covid, puisque je vous ai dit qu'on allait aborder la question sous l'angle de la spiritualité. Et je dois encore préciser que l'articulation entre spiritualité et santé a été un des grands terrains de recherche dans ma vie. C'est à ça que j'ai consacré l'essentiel des plus de 35 ans de carrière en santé publique, et notamment en travaillant avec des personnes ayant souffert de conditions extrêmement difficiles, principalement en santé mentale, mais parfois aussi en santé somatique, et qui sont parvenus à connaître des améliorations spectaculaires, parfois même quand la médecine considérait que leur cas était sans espoir. Et c'est très intéressant à observer. C'est-à-dire que des guérisons miraculeuses, des rémissions inexplicables existent. On sait que ça existe. On a des milliers de dossiers médicaux montrant des situations de gens ayant des cancers terminaux à un stade très avancé, 3 mois d'espérance de vie, et puis, 10 ans après, ils sont toujours là, en pleine santé, et ce dont ils souffraient a disparu. Et ça m'a toujours frappé en tant qu'être humain, même pas en tant qu'anthropologue, de voir que pendant longtemps, ces cas ont dérangé la médecine. C'est-à-dire que les médecins, au lieu de se dire « mais il s'est passé un truc génial », alors déjà, super pour la personne, alléluia, mais en plus, si un cancer, une tumeur d'1,5 kg dans le bide, il y a des cas où ça s'est passé, a disparu en 24 heures. Mais bon sang, c'est quoi ce truc? Vous voyez, il y a une énigme qui, si on est un tant soit peu habité par la libido sciendi, aurait dit saint Thomas d'Aquin, le désir d'apprendre et de comprendre et de connaître, fait que vous ne pouvez pas ne pas vous y intéresser et vous dire mais allons-y à fond, parce que si ça se trouve, si on prend différentes trajectoires de vie de personnes qui ont connu les améliorations inespérées, il y a peut-être des principes agissants chez les uns et les autres qui permettent de comprendre ce qui fait que ça se passe chez certaines personnes ou pas. Je ne sais pas, peut-être pas, mais peut-être. Or, la réaction unanime du corps médical jusqu'à il y a une dizaine d'années, c'était d'être contrarié. La science disait que vous deviez mourir en 3 mois, vous êtes encore en vie. Offense à la toute-puissance, mais voyez, on peut en rigoler, mais c'est pas drôle du tout. C'est pas drôle du tout, parce que la réalité,
c'est que des millions de patients se retrouvent face à des médecins qui sont encore complètement captifs de cette déshumanisation, de cette inhumanité. Et j'ai eu le privilège de travailler avec beaucoup de personnes concernées en santé mentale, donc des personnes ayant ce qu'on appelle des maladies psychiatriques ou des troubles psychiques graves. Petit aparté, Didier Raoult est passé chez Éric Morillo l'autre jour et il a dit quelque chose qui m'a fait très chaud au cœur. Il a parlé de la schizophrénie, je ne sais plus à quel sujet, en disant on décrit ça comme une maladie, mais ce n'est pas une maladie, c'est une différence. Dans toute culture, il y a des personnes schizophrènes, elles naissent comme ça, elles sont comme ça. Pourquoi appeler ça une maladie? C'est une différence. Et il a raison. Et donc, j'ai eu le privilège de travailler longtemps avec des personnes souffrantes de troubles psychosociaux. Et puis, justement, avec cette approche de me dire, je ne vais pas les réduire à un échec ou à une maladie, ce qui n'empêche pas qu'il puisse y avoir de l'échec et de la souffrance dans leur vie. Vous voyez ce que je veux dire? Une personne bipolaire qui vit des décompensations à répétition, c'est très douloureux pour elle. Et il ne s'agit pas de dire, ouais, mais vous savez, au fond, on est tous un peu fous, donc c'est pas grave ce qui vous arrive. Parce que ça serait encore une manière de leur faire violence. Ça serait encore abusif, voyez, de minimiser la réalité du vécu qui, lorsqu'il est intense, peut évidemment avoir une certaine âpreté. Mais au lieu de tout de suite faire entrer ça dans des catégories notamment pathologiques, d'essayer de voir comment la personne vit la différence dans laquelle elle est, et puis surtout d'essayer de repérer s'il y a des personnes qui, ayant vécu quelque chose de similaire, ont pu trouver un chemin vers un mieux-être. Et là, ça a été la découverte pour moi, à la fin des années 90, du rétablissement. Rétablissement, c'est quoi? C'est ce processus mystérieux par lequel une personne vivant une différence ou une condition considérée comme très grave, et qui normalement serait, selon certaines représentations, condamnée à vivre toujours dans cette difficulté, trouve à un moment donné un chemin pour en sortir. Et avec deux possibilités. La première, c'est d'en sortir durablement. Donc vous avez des gens qui font des crises psychotiques graves lorsqu'elles arrivent à l'âge adulte, et puis après, plus jamais. Puis d'autres personnes, ça n'est pas la disparition de ce dont elles ont souffert, ça va se représenter un certain nombre de fois. Par contre, la personne va trouver un moyen de le vivre différemment et qui ne va plus avoir des conséquences aussi dramatiques ou aussi dommageables sur sa vie. Et donc, vous pouvez avoir des personnes bipolaires qui continuent à avoir des phases plutôt olé olé, des phases plutôt je racle le plancher, mais d'une manière où elles sont beaucoup moins impuissantes et enfermées dans ce qui leur arrive qu'auparavant. Donc il y a quelque chose de différent que la plupart des gens ne vivent pas, mais la personne peut l'habiter d'une manière qui est bonne pour elle et retrouver une qualité de vie suffisante. Et donc c'était vraiment magnifique, c'est pour ça que j'adore l'anthropologie de la santé, c'est que quand on l'aborde vraiment comme de l'anthropologie, l'anthropologie c'est l'étude de l'espèce humaine et notamment des groupes humains. Donc traditionnellement, les anthropologues allaient vivre chez des tribus lointaines pour voir comment les gens vivaient, comment ils se représentaient le monde, quels étaient leurs usages, leur système de parenté, et puis évidemment que les anthropologues ensuite ont commencé à s'intéresser aussi à différents groupes de notre société, mais avec la même logique. Comment est-ce que je peux aborder la dévotion populaire qui figure sur les murs de cette salle? Si j'étais taquin, je dirais quel est l'intrus. Mais bon. On s'abstiendra de toute polémique, se vacciner est un acte d'amour. Je me demande ce qu'en pense le saint curé d'Ars, mais bon. Mais toujours est-il que quand on s'intéresse au groupe de personnes connaissant des processus de rétablissement, effectivement, on observe un ensemble de choses intéressantes. La première, c'est que contrairement à la vision, et vous verrez à quel point c'est pertinent par rapport à notre objet, à la vision médicale ou soignante, qui consiste à dire, en d'autres termes, une expérience de souffrance psychique, c'est quelque chose d'indésirable, et au fond, ce qu'il faut, c'est en soulager la personne, y mettre fin et s'assurer que ça ne se reproduise pas. C'est quelque chose en trop qu'il faut enlever. Or, quand on discute avec les personnes concernées de leur trajectoire de vie,
et qu'elles arrivent à l'aménager, à aménager la difficulté qu'elles vivent ou ça en extraire, ça n'est pas du tout ce qu'elles nous disent. Elles ne nous disent pas du tout ouf, on m'a enlevé ça comme on m'enlèverait une épine dans la chair. J'ai vécu quelque chose qui m'a fait grandir. Et c'est parce que j'ai trouvé les moyens de grandir à travers cette expérience qu'aujourd'hui je suis non pas comme revenu avant la difficulté, mais je suis beaucoup plus loin dans ma dynamique de vie en ayant compris un ensemble de choses que je n'aurais pas comprises si je n'avais pas vécu ce que j'ai vécu. Alors, merci Catherine, ça qualifie aussi tout ce que tu disais sur le fait qu'après 4 ans de cette terrible épreuve qui nous est infligée collectivement, nous sommes beaucoup plus aguerris, au sens noble du terme, nous avons grandi de multiples manières, et oui, à chaque fois qu'on est au pied du mur. Parce qu'au fond, les épreuves, elles ont ça d'intéressant. Quand on est sur le lac par beau temps, vous pouvez être sur un pédalo, vous êtes le roi du monde. Mais si la tempête se lève, vous voyez ce que je veux dire? À ce moment-là, vous êtes obligé de mobiliser des ressources, de faire face, pour pouvoir rencontrer l'épreuve et puis ne pas la laisser vous détruire. Donc en fait, l'épreuve a en réalité cette qualité magnifique de nous faire grandir. Et c'est une des scories de la modernité, avec son piège de la facilité, qui serait de rêver une vie où tout serait facile, où la nourriture nous coulerait dans la bouche, où on aurait toutes sortes de divertissements agréables, où tout serait simple, et on vivrait comme ça un peu chloroformé dans une vie qui serait un grand édredon du début à la fin. Vous n'aurez plus rien et vous serez heureux. Mais évidemment que la vraie vie, c'est pas ça. Et d'ailleurs, je me permets de le mentionner parce que une question subsidiaire intéressante est celle du bonheur. Et quand on s'intéresse à ce qui rend réellement les gens heureux, et là il y a un génie de notre espèce, il y a un génie de l'espèce humaine, c'est de trouver des solutions face à des difficultés nouvelles. Ça, c'est le kiff de notre espèce. Pourquoi? Parce que vous savez, il y a plein de mythologies qui expliquent comment les dieux distribuent à toutes les espèces leurs atouts pour survivre. Donc le taureau a les grandes cornes, le lion a les crocs et les griffes, la gazelle a la rapidité pour se tirer. Puis une fois que les dieux ont tout distribué à toutes les espèces, il reste l'être humain, comme un con, et il n'y a plus rien à donner. Merde! Et l'être humain, il a rien, il n'a pas de carapace, il n'a pas de cornes, il n'a pas de griffes, il n'est pas rapide, il grimpe pas très bien aux arbres, donc il est très mal barré. Et puis dans la mythologie gréco-romaine, vous savez, c'est là où Prométhée, qui est un des titans, prend en pitié l'être humain en disant « mais le pauvre, il est tellement mal barré » et il va dérober le feu divin pour le donner aux hommes. La maîtrise du feu, c'est une des caractéristiques de notre espèce, mais évidemment sur le plan symbolique, c'est aussi le fait de pouvoir avoir la lumière de l'intelligence, celle qui nous permet justement de trouver des solutions pour pallier les difficultés et nos handicaps naturels. Et donc en fait, ce qui caractérise vraiment notre espèce, c'est l'inventivité. C'est là où nous sommes excellents. Nous sommes excellents à trouver des solutions à des problèmes nouveaux. Et quand on analyse effectivement ce qui rend les gens heureux, ça n'est pas d'avoir une vie toute tranquille où il ne se passe rien. C'est de rencontrer des défis et des épreuves qui soient gérables. Hein. Je ne dis pas qu'il faut aller sous un déluge de bombes à Gaza, je veux dire. Mais quand on rencontre des situations qui nous mettent suffisamment au défi pour avoir à sortir de notre zone de confort et découvrir en nous des ressources qu'on ignorait qu'on avait, à ce moment-là, il y a un bien supérieur qui émerge. Et donc, ce que nous vivons aujourd'hui, je trouve qu'il est essentiel de le remettre dans une perspective beaucoup plus large, et notamment à la lumière de la compréhension de ce changement d'époque dont un de mes maîtres à penser, Michel Maffezoli, parle depuis bientôt 50 ans, où il avait pressenti de manière extrêmement fine le fait que cette époque moderne qui a commencé grosso modo avec Descartes et qui est en train de se terminer, est en train de se terminer.
si on reprend l'idée même de la spiritualité, qu'est-ce que la spiritualité? Alors, il y a toutes sortes de définitions plus ou moins savantes, mais un point de départ que j'aime bien rappeler, parce que moi ça me défrisait déjà quand j'étais môme dans mon lit la nuit, je pensais à ça et je me disais, ouais, c'est flyé comme truc. Et ça me défrise un peu moins quand même aujourd'hui, c'est ce point de départ qu'aucun d'entre nous ne sait pourquoi nous sommes sur Terre. L'existence est un mystère. On arrive ici, on n'a rien demandé, puis tout d'un coup, on existe, et on est dans ce monde qui, à bien des égards, est incompréhensible. Et ce mystère fondamental, il a comme caractéristique que, à notre connaissance, il est inépuisable. C'est-à-dire que nous n'arriverons jamais, probablement dans cette vie, à savoir pourquoi nous sommes ici. Alors des fois, j'ai des gens, j'ai notamment un chrétien qui m'a écrit l'autre jour en disant « Mais qu'est-ce que vous racontez? On sait très bien, Dieu nous a créés pour qu'on aille vers lui et qu'on acquiert la vie éternelle. » Bon, très bien, j'ai rien contre ça, mais ça explique rien. D'autres gens disent « Non, non, vous n'avez pas compris, on choisit de s'incarner. On choisit à l'avance la tête qu'on aura, les parents qu'on aura, le pays et l'époque où on sera. » Bon, très bien, mais ça explique toujours rien. D'accord? Donc, il y a ce mystère de l'existence qui fait qu'on ne sait pas pourquoi on est là, on ne sait pas pourquoi à quoi rime tout ça. Seule certitude qu'on a, c'est que ça se finira un jour. Bon, en ce qui me concerne, Dieu merci. Moi, l'idée de rester vivant pendant 2000 ans, 90 ans, ça va très bien. J'adore ça, je m'éclate, j'adore la vie, mais j'aimerais pas rester ici pour des siècles. Faut pas déconner non plus, c'est pas le paradis, quoi. Il y a des bribes de paradis dispersées sur Terre. Mais donc, le sens n'est pas donné. En revanche, nous avons la responsabilité de le chercher. C'est-à-dire que, face à ce mystère de l'existence, il y a deux attitudes fondamentales. Ou bien je reconnais qu'on ne saura jamais pourquoi on est là, donc je ne me pose pas de questions, j'arrête d'y réfléchir, et puis j'attends la mort en essayant que ça se passe le mieux possible d'ici là. Ou bien je me dis, mais ce mystère est juste incroyable. Et le fait que chaque chose, chaque être, chaque réalité soit, est en elle-même émerveillante. Qu'est-ce qui fait qu'il y a tout ça plutôt que rien? Et comment relationner avec cette beauté saisissante du monde qui fait que, Dieu merci, il y a régulièrement des choses qui nous plongent dans l'émerveillement. Le chant d'un oiseau, Alors je vous préviens, j'ai un problème quand je parle de spiritualité, c'est que j'ai ce que les catholiques appellent le don des larmes. C'est-à-dire que ça me touche tellement que je vibre. Voilà. Alors c'est très embarrassant parce qu'un homme de mon âge devrait quand même... Surtout quand même, je suis assez aguerri, donc c'est pas de la sensiblerie, comprenez-moi bien, c'est pas que je larmoie sur le premier truc venu, mais quand je pense à cette incandescence du mystère, moi ça me bouleverse et ça me plonge au cœur de cette contemplation et de cette capacité d'émerveillement qui nous est donnée. Alors, on en parlait avec Catherine hier soir, toutes les sociétés premières qui vivaient inscrites dans l'environnement naturel, dans un rapport de chasseurs-cueilleurs la plupart du temps, partent du principe d'une fraternité profonde avec la création. C'est-à-dire que les sociétés humaines ne s'imaginent pas extérieures à la création. Elles sont dans la création, mais aussi dans un rapport de fraternité avec tout ce qui est. Et dans les sociétés simples, par exemple, la peur de la mort n'aurait aucun sens. Parce que la mort n'est pas vue comme le contraire de la vie. Il est considéré que la vie et la mort vont ensemble. Il n'y aurait pas de mort s'il n'y avait pas de vie, il n'y aurait pas de vie s'il n'y aurait pas de mort. La mort peut éventuellement être le contraire de la naissance. Avant la naissance, rien n'existe dans le monde physique de la personne qui va être, en tout cas avant la conception. Et puis après la mort, il n'y a plus de présence tangible de ce que la personne a été. Mais la vie et la mort vont ensemble. Et la mort est là parce qu'on donne la mort à la plante, on donne la mort à l'animal, mais on le fait toujours avec un infini respect. Parce qu'autant nous sommes des super prédateurs qui avons le droit de prélever des vies pour nous nourrir, autant il importe de le faire avec conscience et responsabilité. Parce que
Il en va de notre juste inscription dans ce monde. Il y a une compréhension très mauvaise issue de la Genèse, par un jeu de mauvaise traduction, mais qui est cette idée que le Créateur nous aurait instauré maître de la création et avec comme vocation de dominer les autres créatures. En fait, jusqu'à la modernité, ce n'était pas un problème. Parce que dominer, ça vient de dominus, d'où dérive Dominique, qui vient de domus, qui veut dire la maison ou le domaine, et donc le dominus, c'est celui qui est en charge du domaine. Et si on s'envisage comme créature ayant reçu le feu divin, l'inventivité, comme ayant une responsabilité vis-à-vis des créatures qui ne disposent pas de cette compétence, à ce moment-là, on peut effectivement être exercé à une certaine domination sur le domaine, mais à condition qu'elle intègre tout. Et j'ai retrouvé récemment une anecdote absolument merveilleuse. Parmi les tâches que je me suis assignées, j'aime bien les missions impossibles, il y a celle de réhabiliter l'Église et le Moyen-Âge. Parce qu'en fait, il y a eu une intense propagande pour déformer les choses et faire passer certaines réalités pour ce qu'elles ne sont pas. Je profite de ce qu'on est à Ferney-Voltaire pour dire à quel point j'ai découvert avec Marion Sigaud que Voltaire était le dernier des salopards. Et ça aussi, c'est extraordinaire. On nous a présenté ce personnage comme étant l'archétype du libre penseur, de la tolérance, Non, c'était un type ignoble. C'était un esclavagiste, c'était quelqu'un qui était uniquement intéressé par l'argent et la fortune, qui a fait des choses abominables dans sa vie, qui était hyper intolérant avec les autres. Et vous voyez, pour le républicain moyen français, Voltaire, c'est encore l'idole des Lumières. Allez voir un petit peu la réalité, c'est pas tout à fait comme ça. Et le Moyen-Âge n'est pas du tout cet âge obscur qu'on nous a dépeint. Ça, c'est la manière dont la modernité a voulu faire croire qu'étaient les temps avant la modernité. Et par exemple, saviez-vous qu'au Moyen-Âge, dans des causes qui pouvaient affecter des biotopes et d'autres espèces, des espèces animales se voyaient attribuer des avocats? Par exemple, pour des modifications de cours d'eau, de rivières ou de fleuves, s'il y avait des anguilles, eh ben, pour décider des aménagements qu'il fallait faire, les anguilles avaient un avocat qui allait plaider devant le juge la cause des anguilles. Vous voyez ? On se souvient du Cantique des créatures de saint François d'Assise, où il exprime son sentiment de fraternité avec la création. Hein, frère soleil, sœur lune. Et pour la Terre, alors il trouve, c'est une anecdote, excusez-moi, j'aime bien faire des incises comme ça, mais il trouve un subterfuge génial, parce que jamais il disait notre mère la Terre, bon, il y aurait le Père du ciel, la mère la Terre, ça fait un peu une confusion dans la conception monothéiste, et donc il dit sœur mère la Terre. Vous voyez comme c'est beau, sœur mère la Terre. Et oui, le corps, bien sûr, vient de la Terre. Et puis en même temps, la Terre n'est pas une divinité comme le divin. C'est aussi notre sœur, parce que c'est aussi un élément de la création. Et donc on trouve, vous voyez, tout au long du Moyen-Âge et jusqu'à l'époque moderne, cette idée que nous sommes reliés. Et parce que nous sommes reliés avec les autres créatures, nous sommes responsables de ce que nous leur faisons subir, en vertu d'un adage qui est le cœur de la spiritualité, qui est la règle d'or. Hein, on la retrouve dans toutes les traditions spirituelles et même des systèmes philosophiques athées. C'est cette idée, ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, dans le versant négatif. Alors ça se laisse comprendre. C'est que qui d'entre nous aime être volé, calomnié, brutalisé, tué? Bon, on n'a pas envie de ça, donc après, on ne fait pas aux autres, on n'a pas envie qu'on nous fasse. Et puis, il y a un versant positif de la règle d'or qu'on trouve dans l'Évangile, mais ce n'est pas le seul endroit, on le trouve aussi dans d'autres philosophies, qui est « traite l'autre comme tu aimerais qu'on te traite toi-même ». Ce qui est encore une autre dimension, vous voyez, ce n'est pas juste « abstiens-toi de lui faire ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse », mais essaye de le traiter comme toi tu apprécies d'être traité. Et dans les systèmes premiers, ce qu'on appellerait le chamanisme au sens large, il y a vraiment cette notion, la manière dont tu traites l'animal et la manière, et en réalité le reflet de la manière dont tu te traites toi-même. Donc ce n'est pas juste une histoire de karma, ce n'est pas juste que si tu fais du mal, quelque chose de mal va t'arriver, c'est le simple fait que tu puisses te comporter ainsi reflète la réalité de la disharmonie qui t'habite et qui est déjà une forme de maladie existentielle.
Alors par exemple, l'empire anglo-saxon qui est en train de nous asservir aujourd'hui et de nous paupériser à haute dose, vous savez, a ethnocidé les Amérindiens d'Amérique, et notamment les tribus des plaines, alors de multiples manières, par des massacres, en les parquant dans des réserves, mais surtout en détruisant leur économie première, qui était la prédation du bison. Il y a eu des campagnes d'extermination des bisons, où des millions de bisons ont été tués, simplement pour priver les Amérindiens du mode de vie dans lequel ils avaient vécu pendant des siècles. Et on a ces images terribles de montagnes de bisons dont ils ne faisaient rien. Ils ne prenaient même pas la viande, ils ne prenaient même pas le cuir, c'était juste pour détruire. Et ça, évidemment, dans une conception première, c'est une hérésie, c'est un blasphème, c'est un attentat à la création qui reflète une dégénérescence profonde. Donc, on a comme ça une espèce d'état originel de l'être humain qui est de se reconnaître créature dans une création. Nous n'avons pas créé le monde, nous n'avons pas choisi le vivre. Et donc, toute la question de comment mener notre vie individuellement et collectivement se décline dans la manière la meilleure possible de vivre la condition humaine en étant délicat et respectueux envers le monde qui nous entoure, et puis en ayant cette capacité d'émerveillement par rapport au monde. Vous savez que la philosophie existentialiste est arrivée à cette conception fondamentale que le monde est absurde. La philosophie de l'absurde, chez Sartre et Camus. Absurde, ça veut dire sourd, étymologiquement, absurdum. Au fond, ce que concevait cette philosophie, c'est que le monde est muet, il ne nous parle pas. Il ne nous dit pas pourquoi nous sommes ici, et si on essaye d'être en relation avec lui, il n'y a rien. Vous voyez, la matière est inerte. Et ça correspond bien sûr à ce désenchantement du monde dont a parlé Max Weber, qui est le propre de l'époque moderne. Alors, je vais maintenant revenir sur cette transition vers l'époque moderne, et vous verrez pourquoi cela est de première importance par rapport à ce que nous sommes en train de vivre. L'époque moderne, elle a commencé effectivement avec Descartes, et comme toute époque, chaque époque se caractérise par certaines valeurs dominantes qui définissent la manière de voir le monde, mais aussi la manière dont la société va fonctionner elle-même. Et puis, on sait, il y a eu l'Antiquité, il y a eu le Haut Moyen-Âge, le bas Moyen-Âge, puis la Renaissance, puis l'époque moderne. Les sociétés, les civilisations évoluent au cours du temps, elles ne restent pas statiques. Et ce que Maffezoli et d'autres ont montré, c'est qu'une époque, c'est une tranche d'à peu près 3 siècles, qui commence au moment où la vision du monde précédente s'effondre, et puis il y a une période de transition un peu inconfortable, parce que ce qui a existé n'existe plus, ce qui adviendra n'est pas encore présent, et là on est dans ces périodes intermédiaires hautement chaotiques, mais qui voient en l'espace de quelques décennies l'entier des systèmes sociaux être réinventés, reconfigurés d'une certaine manière. Et l'époque moderne, on est tous issus de l'époque moderne, elle se caractérise par la rationalité, par la productivité, par l'individualisme, et c'est vraiment le culte de la raison, qui nous a apporté plein de choses extrêmement profitables et bonnes. La démarche scientifique a pu se développer à partir de là, on a conquis un ensemble de pouvoirs technologiques, les droits de l'homme en sont issus, la démocratie en est issue, donc entendez-moi bien, je ne suis pas un réactionnaire qui pense que nous devrions retourner au Moyen-Âge, même si je trouve qu'il est important que nous puissions voir depuis aujourd'hui le Moyen-Âge pour ce qu'il a réellement été. Mais toujours est-il qu'il ne s'agit pas de juger les époques, c'est juste qu'elles sont comme elles sont, mais il y a eu ces valeurs qui sont devenues extrêmement fortes et qui ont conduit au monde tel que nous l'avons connu. Et dans cette vision du monde, il y a ce désenchantement. Parce que si je ne perçois plus le monde que comme une source de profit possible, qu'il y a une productivité à mettre en œuvre par rapport à la forêt, par rapport à la mer, par rapport aux animaux, eh bien à ce moment-là, je perds cet élément que tout ce qui constitue le monde est doté d'âme et que la manière dont je le traite est fondamentale par rapport à la manière dont je me traite moi-même et donc je suis capable de mener ma propre vie.
Et au fond, ce qui a été perdu pendant la période de la modernité, c'est justement cet enchantement du monde. Le monde s'est désenchanté. Il est devenu mécaniciste, productiviste. Alors de nouveau, avec un ensemble d'avantages, hein, il ne s'agit pas de condamner ou de renier, mais d'observer que tout ce que nous avons gagné d'un côté, nous l'avons perdu de l'autre. Emma Faisoli, qui étudie ça depuis très longtemps, alors par exemple, parce qu'effectivement, c'est bien de parler des principes, mais il faut aussi parler dans le concret. Une des hérésies anthropologiques absolues de l'époque contemporaine, c'est la famille nucléaire. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que quand vous vous mariez et que vous voulez avoir des enfants, vous allez dans une petite boîte où il n'y a que vous, pas d'autres membres de la famille, puis vous avez des immeubles où il y a plein de petites boîtes avec plein de familles nucléaires, et puis les parents se retrouvent à huis clos avec des enfants en bas âge. Et ça, c'est insupportable. C'est insupportable parce que des deux adultes, déjà ne sont pas faits pour vivre en dehors de liens de sociabilité proches, mais en plus quand vous les mettez en tête-à-tête avec des enfants en bas âge, qui sont quand même pas tout à fait simples à gérer 24 heures sur 24, c'est à peu près invivable. Pourtant c'est le modèle. Tout le monde aujourd'hui est entré dans ce modèle, et dans chaque petite boîte, vous retrouvez les mêmes choses que dans toutes les autres petites boîtes. Ça c'est l'économie de consommation, le capitalisme. Hein, dans chaque petite boîte, il y a un lave-vaisselle, il y a un frigo. Ça fait 20 frigos par immeuble. Et les gens sont seuls, essayent de ne pas devenir fous, dans des configurations anthropologiques qui sont invivables. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres tribaux. Et si vous prenez les enfants, moi j'ai 3 enfants, j'ai adoré ça, j'ai adoré mes enfants, mais mesurons combien ce huis clos est antinaturel. Nous sommes faits pour vivre plein d'adultes ensemble, plein d'enfants ensemble. Les plus grands s'occupent des plus petits, il y a des oncles et des tantes, il y a des personnes âgées, elles ne sont pas dans des maisons de retraite ou mises à l'écart. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, là, voilà, le groupe tribal s'arrange tant bien que mal. Alors, lorsqu'il y a une bonne urbanisation, c'est à peu près ce qu'on retrouve. On trouvera quelques petits immeubles, et puis un espèce de grand terrain de jeu où les enfants pourront aller à peu près seuls, il y aura quelques adultes. Vous voyez ce que je veux dire? Il y aura toute cette vie qui circulera parce que c'est conforme à notre nature. Mais la famille nucléaire, et a fortiori quand elle est monoparentale, est très très antinaturelle, et elle est très dure à vivre. Elle est très très dure à vivre. Donc voilà, c'est un exemple pour montrer comment tout ce que nous avons conquis d'un côté, et puis quand on dit ça, il faut quand même aussi se poser la question, qui d'entre nous aurait eu envie de vivre avec son vieux père ou sa vieille mère pendant des années dans une pièce de l'appartement? Peut-être pas tant que ça d'entre nous non plus. Donc voilà, c'est pas de nouveau pour faire de la morale, mais c'est pour dire que ça pose un ensemble de questions, et que l'époque moderne, qui a suivi son cours pendant 3 siècles, donc d'abord avec les prémices du XVIIe, puis les fameuses Lumières dont on peut se demander si elles en étaient réellement, puis la Révolution française dont vous savez tout le mal que j'en pense, parce que ça a été en fait ça a été une boucherie, mais surtout ça a été le début des procès politiques à grande échelle et des logiques d'extermination. Et ça, je me permets juste de faire une parenthèse, je suis en France, parce que il y a eu un tour de passe-passe extraordinaire. On a réussi à faire croire que la monarchie était la tyrannie, et qu'à l'époque de la Révolution, on s'est débarrassé de la tyrannie. Et rien ne saurait être plus faux. Alors, je me permets de dire, je ne plaide pas pour une restauration monarchique, hein, c'est pas mon propos. Mais il faut comprendre que dans la société d'Ancien Régime, qui était une société traditionnelle, il y avait tout un maillage des différents groupes sociaux qui faisait qu'en fait le monarque, et même si c'était une monarchie absolue dans le principe, en réalité avait peu de pouvoir. Il avait peu de pouvoir par rapport à la société, mais il avait également peu de pouvoir parce qu'on était dans une société chrétienne, et donc le monarque était un pécheur comme tous les autres êtres humains. Et Louis XV, par exemple, qui a commencé à mal se comporter sur le plan sexuel en ayant beaucoup de maîtresses, bon, il faut quand même lui concéder qu'il était très amoureux de son épouse, et après qu'il eut fait 8 enfants à celle-ci, elle lui a dit « Écoute, t'es bien gentil, mais on va en rester là ». Et donc le pauvre Louis XV s'est retrouvé, et vraiment il avait été totalement monogame, et voilà, très très
actif sur le plan érotique avec son épouse bien-aimée, et tout d'un coup, elle lui dit, bah non, bah, désolé, c'est fini. Et donc, bah, comme il était d'usage à la cour, il a pris des maîtresses. Mais un courant un peu dévot dans la monarchie de l'époque voyait ça d'un mauvais œil, et à un moment donné, il est tombé gravement malade, et le clergé a exigé de lui qu'il fasse des excuses publiques au peuple de France pour son inconduite sexuelle. Et il s'est exécuté. Donc vous voyez, on a cette idée du roi comme le dictateur, comme Staline en Union soviétique, mais rien n'est plus faux. Déjà parce qu'il se sentait lui-même soumis à la loi divine, c'est-à-dire que sa responsabilité était de prendre soin de son peuple, de ses sujets, en particulier des plus faibles, mais aussi parce que la société était maillée d'une manière telle qu'il était contraint par un ensemble de coutumes, et notamment les corporations professionnelles, Marion Sigaud en parlerait beaucoup mieux que moi, qui dispensaient dans la réalité un tissu, un filet social extrêmement dense. Et on a fait croire que la Révolution française avait évincé la tyrannie pour introduire la démocratie, alors que ça a été une révolution de capitalistes sans foi ni loi, qui n'ont jamais donné le pouvoir au peuple, et qu'en fait, ça a ouvert sur de réelles tyrannies dont l'état actuel de la France est une espèce d'épitome délirant. Mais Macron, aujourd'hui, a infiniment plus de pouvoir que n'importe quel roi de France. De pouvoir autocratique, de pouvoir... Oui, il veut même changer les vitraux de Notre-Dame. Non mais c'est juste délirant. Mais l'immense majorité des Français est convaincue que la Révolution a été un grand bien et que grâce à ça, on a surmonté la tyrannie. Eh bien non. Et c'est très problématique parce que je crois que collectivement, nous ne pouvons pas vivre sur de mensonges pareils. Et de nouveau, il ne s'agit pas d'idéaliser quoi que ce soit ou de moraliser quoi que ce soit, mais juste de pouvoir voir qu'il y a eu malheureusement dans cet épisode révolutionnaire l'annonce du pire de ce qui allait se dérouler au cours des 2 siècles suivants. Et le génocide vendéen, entre autres, si vous penchez vraiment sur la réalité de ce qui s'est passé, c'est effrayant. Mais ce qui est effrayant, c'est non seulement que ça soit passé à l'époque, c'est qu'aujourd'hui encore, on cherche à idéaliser ça en niant la réalité de ce que ça a été. Et donc, vous voyez, la modernité, elle a introduit sur beaucoup de succès, beaucoup de conquêtes, mais aussi sur beaucoup de scories qui n'auraient pas été possibles. Parce que le roi de France n'aurait pas pu décider qu'on allait massacrer des provinces entières. C'est pas possible. Si vous êtes un roi chrétien ayant la charge de vos sujets, vous ne pouvez même pas l'imaginer. Même pas l'imaginer. Alors qu'avec la modernité, ça devenait pensable. Hein, si l'autre est une variable d'ajustement qui contrarie nos projets ou qui risque de nous retirer le pouvoir qu'on a conquis de manière plus ou moins légitime, eh bien à ce moment-là, ça peut se justifier de les exterminer jusqu'au dernier. Et donc, chaque époque a des bons côtés et des mauvais côtés, contient un certain nombre de risques, et ce que Maffezoli a montré, c'est que quand une époque se termine, elle tend à devenir délirante. Elle a des bouffées délirantes où les valeurs deviennent folles. Et c'est d'autant plus intéressant que lui avait, dès les années 80, repéré que nous étions en train de passer à autre chose. Et notamment, il le voyait parce que cette espèce de rêve d'accomplissement personnel qui a été celui de ma génération, qui tournait quand même beaucoup autour de la profession, de l'avoir, d'une certaine réussite sociale, hein, eh bien, il observait, lui qui était très au contact avec la jeunesse de par sa position de professeur à la Sorbonne, que la nouvelle génération commençait à manifester vraiment d'autres valeurs, et à travers notamment cette idée de ne pas perdre sa vie à la gagner, que la vie est une espèce d'œuvre d'art, et que ce qui est important, c'est de réussir de manière créative une bonne vie, mais pas forcément d'écraser les autres pour être au sommet de la pyramide. Que dans les choix de carrière, les questions matérielles et hiérarchiques, on le voit ça chez les cadres des jeunes générations maintenant, importent moins que le plaisir à travailler dans un endroit et le sens que ça a. Il a fait des recherches avec le MEDEF. Vous savez que c'est un gros enjeu pour les grandes entreprises aujourd'hui de retenir les cadres. Parce que quand ils ne sont pas bien quelque part, ils se tirent, ils vont ailleurs. Et en fait, les 2 motivations qu'il a mises en avant première, c'est que ça soit fun et que ça ait du sens. Et que les relations humaines soient agréables. Si ces 3 variables sont réunies,
Le jeune cadre que vous avez engagé, sauf si c'est quelqu'un qui a encore des résidus de l'époque moderne, ça va lui suffire, il va être heureux avec ça, c'est ce qui va compter pour lui. On voit aussi cette mutualisation qui se produit de plus en plus chez les jeunes générations, où justement on se dit c'est ridicule que chacun ait les mêmes choses dans sa boîte, il y a tout un ensemble de choses qu'on peut mutualiser, on peut vivre de manière plus tribale, et donc il avait pressenti cette émergence du temps des tribus avec la résurgence du communautaire. Où ce qui importe, c'est pas de réussir sa vie individuelle dans son coin, mais c'est de voir comment est-ce qu'on peut se retrouver entre gens qui partagent suffisamment de mêmes valeurs pour que ça soit vraiment bon d'être ensemble. Et vous aurez remarqué, c'est un des immenses cadeaux que nous a fait cette crise sanitaire. Nous nous sommes retrouvés dans des tribus et poussés par la nécessité. C'est pas qu'on n'existait pas avant, c'est pas qu'on savait pas qu'on était là les uns les autres avant, mais tout d'un coup, quand vous aviez le choix d'être injecté et potentiellement mis en danger ou suspendu, et ben voilà, la tribu, elle sort du bois. Et elle se retrouve. Et c'est exactement ce que nous vivons depuis ce moment-là. Et dans cette magie qu'à la fois nous sommes réunis et unis par des valeurs communes et une compréhension commune, mais également par un respect profond de la diversité. Chacun vient ici tel qu'il est, comme il est, et il n'y a aucune règle édictée par qui que ce soit qui dit « toi tu ne devrais pas être là » ou « toi tu ne devrais pas être là » ou « toi tu n'es pas assez ceci pour être là » ou « toi tu es trop cela pour être là ». Non, vous voulez être là, vous êtes là de plein droit, comme le membre d'une tribu. C'est ça la tribu. Chacun est membre de plein droit tant qu'il choisit d'appartenir à cela. Et donc Maffezoli avait perçu dès les années 80 l'émergence du temps des tribus et le fait que la société était en train de commencer à se réorganiser sur une base totalement différente, le local, la mutualisation, l'open source, le fait de s'émanciper de toute cette chape de plomb des grands systèmes. Et moi-même, qui bien sûr ai travaillé dans le domaine sanitaire, j'aime bien rappeler que la médecine dans les 20 ans qui a précédé le Covid avait connu une évolution remarquable vers ce qu'on appelle techniquement la médecine intégrative. C'est-à-dire le fait d'intégrer plein de propositions de soins différentes, y compris des propositions non scientifiques. Donc on a vu commencer à être offert dans les hôpitaux, dans les services d'oncologie, de l'acupuncture, de l'homéopathie, de la pleine conscience, des massages, de l'aromathérapie. Pourquoi? Parce que les soignants, de manière très intelligente, se sont juste dit, mais tout ce qui fait du bien aux patients, il faut qu'on puisse le leur offrir. Il n'y a aucune raison de ne pas offrir à nos patients quelque chose qui leur fait du bien. C'est logique quand même. Et puis la science a quand même évolué, et on a pu observer par exemple l'importance du relationnel dans le soin. Le même remède, donné à l'issue d'une consultation empathique d'1 heure, où le médecin prend le temps de s'intéresser à la vie de son patient. Comment il vit les choses, comment est sa vie, comment il vit sa maladie, comment il se représente les choses, de créer un vrai dialogue où chacun va apporter un bout de connaissance. Parce que bien sûr, il y a tout ce que le médecin connaît des maladies, mais il y a tout ce que le patient connaît de sa maladie. Vous voyez, le médecin, il ne sait pas tout. Et c'est dans le dialogue qu'on peut tout d'un coup faire advenir, faire émerger quelque chose de beaucoup plus dense, de beaucoup plus riche et de beaucoup plus nourrissant. Donc on a plein de recherches qui montrent que le même médicament prescrit à l'issue d'une consultation d'1 heure ou balancé en 10 minutes en disant « j'ai reçu vos tests, il faut ça, voilà, merci, au revoir », ce n'est pas du tout le même effet. Et vous devinez sans doute lequel est le plus bienfaisant. Donc voilà, on était dans ce hiatus, et peut-être pour enfoncer le clou, j'ai souvenir d'une conférence à laquelle je suis allé à la faculté de médecine de l'Université de Genève sur la slow medicine. Slow medicine, c'est ça. Il y avait une dame qui venait d'une clinique près de San Francisco où les soignants prennent leur temps. Et il y avait un jardin autour de la clinique où les patients allaient cultiver des légumes et des chèvres et des trucs. Et puis alors, tu vois, c'était ouais, génial. Puis j'ai quand même levé la main après ça en disant « Ouais, c'est super, moi j'aime beaucoup ce que j'ai entendu. » Maintenant, il y a la première année de médecine pour les étudiants qui est une véritable tuerie. En France, même Agnès Buzyn l'a reconnu et a cherché à faire quelque chose contre ça. C'est-à-dire que la charge de travail est tellement insensée
Et le critère pour passer la première année, qui est un gros cap, il y a beaucoup d'échecs, à Genève, il y a 200 étudiants sur 900 qui passent la première année, ça n'est que du bourrage de crâne et des QCM. C'est-à-dire qu'on n'évalue pas les étudiants sur leurs compétences à devenir un bon médecin, mais juste à mémoriser le plus possible et à fonctionner comme des ordinateurs. Et c'est reconnu comme étant un énorme problème. Et ça fait de la casse. Vous avez des burn-out, vous avez des décompensations, vous avez des gens qui partent en dépression, parce que c'est presque intolérable. Ah voilà, après le truc sur la slow médecine, où le monde disait comme c'est joli, il faut qu'on fasse de la slow médecine. J'ai posé une question sur la première année de la faculté de médecine. Et là, j'ai eu 150 têtes qui se sont tournées vers moi. Et j'ai eu l'impression, je suis désolé, c'est pas très respectueux, mon père, vous me donnerez l'absolution, d'être face à un troupeau de bovins. Il me regardait. Qu'est-ce qu'il dit? Alors je parlais de la souffrance des étudiants en première année de médecine. La souffrance aujourd'hui dans le milieu universitaire est astronomique. En particulier en médecine et en psychologie. Tant chez les enseignants que chez les étudiants. Donc on va former des gens à être psychologues, et la faculté elle-même est profondément maltraitante. Est-ce que ça fait sens? Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on s'arrête 2 minutes pour réfléchir à ce qui est en train de se passer? Vous voyez, quand vous levez la main en public pour poser la question... Mais, voilà, j'en rigole et je suis désolé, c'est pas très charitable. Mais en même temps, c'est très intéressant parce que ça montre ce hiatus. Vous voyez, c'est ça le changement d'époque. D'un côté, il y a le slow medicine qu'on vient nous présenter comme... Ça a quand même l'air d'être bon pour tout le monde. Et puis, quand un Gulli pose une question un peu provocatrice, il y a ce réflexe bovin. Vous voyez, parce que le cap n'est pas encore franchi. Voilà. Il n'y a pas encore eu cette ouverture vers le monde à naître, qui est exactement ce qui était en train de se produire avant la crise Covid. Et c'est là où il y a une clé de lecture que je trouve extrêmement précieuse. C'est que, à la fin de chaque époque, il y a cette bouffée délirante, il y a des stratégies de la peur mises en œuvre par les élites. Élites, pas les meilleurs, ceux qui ont le pouvoir de dire et de faire. Pourquoi ? Parce qu'ils sentent qu'ils sont en train de perdre la partie. Et donc, plutôt que de voir le bon côté des choses et de se dire, bah, finalement, c'est peut-être mieux pour tout le monde qu'on n'ait plus le pouvoir. Non, c'est pas ce qu'ils ont dans leur esprit moderne, et donc ils disent, ah, à aucun prix. Et donc, on a eu cette chape de plomb qui est tombée, mais dont je pense qu'il faut vraiment la voir pour ce qu'elle est. Michel Maffezoli, qui reprend les analyses de Julien Freund, qui était professeur d'anthropologie politique à Strasbourg, dit c'est un baroud d'honneur, c'est un combat d'arrière-garde. Ils ont déjà perdu la partie. Mais ce sont des moments particulièrement dangereux, parce qu'une armée qui sait qu'elle a perdu devient capable de tout. Et c'est exactement ce dans quoi ils sont. Et donc, voilà, on est dans ce moment extrêmement éprouvant, extrêmement dur, très angoissant aussi, parce que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, c'est le produit de l'époque moderne, il y a des moyens de destruction et d'autodestruction sans précédent. Alors on pensait quand même que l'équilibre de la terreur avait sécurisé les choses sur le plan du risque de guerre nucléaire, mais les provocations en cours de la part de l'OTAN sont hyper flippantes. Parce qu'on voit qu'ils n'ont plus aucun sens des réalités, et que cette espèce d'illusion de toute puissance dans laquelle ils sont font que tous les warnings et simplement cette représentation de base, que si tu es avec un flingue à la main face à quelqu'un qui a un flingue à la main et puis que vous vous visez mutuellement, tu tires pas. C'est quand même bête comme chou, c'est l'instinct de conservation. Eh bien même ça, actuellement, au niveau de nos élites, entre guillemets, c'est passé par la fenêtre. Donc ils multiplient les provocations envers la Russie, qui a des forces nucléaires bien supérieures aux nôtres en termes de technologie de destruction. Et Dieu merci, alors Poutine qu'on dépeint ici comme un tyran autocratique et complètement obsédé par le pouvoir, se montre d'un raisonnable et d'un prudent et d'un... Il est zen le mec, parce que franchement... Il est dans son pays. Ouais.
Et donc, voilà, on est aujourd'hui, alors il y a ça au niveau, bien sûr, des moyens extérieurs de destruction, il y a toute la société de surveillance et de contrôle obsessionnel qu'ils essayent de mettre en œuvre. Et vous voyez comme on retombe sur la spiritualité. Parce que le propre de la condition humaine, c'est que nous sommes une créature dans une création, et nous sommes profondément impuissants. Nous avons reçu plein de choses qui nous sont données, et puis après on bricole nos vies, tant bien que mal, dans l'incertitude de la vie. Mais ce qui nous sauve, ce ne sont pas nos vertus personnelles, hein. C'est la manière dont on est capable de s'entraider les uns les autres. Si vous regardez votre vie, et comment vous avez fait pour traverser les moments les plus difficiles que vous avez traversés, vous verrez toujours des gens autour de vous. Aucun d'entre nous n'a le pouvoir de s'auto-réaliser d'une manière qui l'exonère de la condition humaine et de la confrontation au destin. Or ça, c'est le fantasme transhumaniste. Je vais même mettre en échec la mort. Voyez ? Et ça, c'est le délire de l'époque moderne. Pourquoi ? Parce que s'il n'y a pas cette obsession individualiste et nombriliste, mais très bien, je vais mourir. Oui, et alors ? Où est le problème? Ben oui, les nouvelles générations viennent, les anciennes partent, je vieillis, moi j'adore vieillir, bon je ne suis pas encore Kakoshim, mais franchement j'aime tellement mieux ma vie aujourd'hui que quand j'avais 20 ans que j'aurais aucune envie de revenir à 20 ans. Et puis je suis encore persuadé que même dans les derniers jours ou les dernières heures, il y aura encore plein de choses à vivre qui seront, voilà, qui seront émerveillantes. Mais si la seule chose qui compte, c'est votre autopréservation, c'est votre personne, que les autres, au fond, ne comptent pas, eh bien à ce moment-là, la hantise absolue, c'est de disparaître. Et donc, vous devez même mettre en échec la condition humaine et la finitude, quel qu'en soit le coût. Et donc, on voit vraiment ce motif où on retrouve aujourd'hui au poste de pouvoir des gens qui sont profondément malades, qui sont malades sur le plan psychopathologique, mais qui sont aussi malades sur le plan spirituel. Parce que, rendons hommage aux lieux qui nous hébergent, c'est quoi le plus grand bien sur le plan spirituel? C'est d'être capable de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Si vous êtes parent, vous le savez. Si votre enfant va se faire violer par quelqu'un, vous êtes prêt à mourir pour empêcher ça. Et de bon cœur, j'ai envie de dire. Ça ne se discute même pas. Vous voyez, c'est notre noblesse, c'est notre grandeur, c'est notre appel, c'est notre responsabilité, c'est notre dharma, dirait-on dans la tradition bouddhiste. Et ça va de soi. C'est comme ça que les choses sont censées être. Et pour l'élite dégénérée au pouvoir, ils sont prêts à tout détruire autour d'eux pour ne surtout pas perdre une miette de pouvoir. Mais non seulement ça, mais pour en accumuler de plus en plus. Alors, j'ai utilisé cet exemple hier soir, je vais me permettre de le resservir. Si je vous donne 10 millions d'euros, allez, j'aime bien votre tête, je les ai pas, rassurez-vous. Mais je dis, ah bah toi je t'aime bien, je te donne 10 millions d'euros, comme ça, tu n'as pas de souci à te faire pour les années à venir, tu peux te faire plaisir, tu peux faire plaisir aux gens que tu aimes. Est-ce que vous allez dire, non, non, moi c'est 100 millions qu'il me faut. Mais une fois que vous avez 100 millions, c'est 1 milliard. Puis une fois que c'est 1 milliard, non, non, c'est 250 milliards. Puis une fois que vous avez 250 milliards, ça ne vous suffit pas. Il faut que vous preniez le pouvoir sur le monde, comme Bill Gates avec la santé mondiale. Vous voyez, c'est de la pathologie existentielle et spirituelle au sens le plus premier du terme. Et évidemment que des gens qui sont tellement obsédés par le pouvoir personnel et leur propre intérêt ne peuvent plus être dans une relation d'équivalence. Traite les autres comme tu aimerais être traité. Ça ne tient plus dans une telle psychopathologie. Et donc aujourd'hui, on est face à une réalité très impressionnante de voir qu'au poste de responsabilité, à de très rares exceptions près, il n'y a soit que des psychopathes finis, soit que des lâches. Alors ça, c'est pas les plus nocifs, mais c'est tous ceux qui autour, pour avoir leur petite prébande et leur petit intérêt personnel et grappiller leurs miettes, vont faire semblant que tout est normal, que rien ne se passe, enfin, et qu'à voir la classe politique française, ou la classe médiatique française, la manière dont tout ce petit monde
s'acharne à faire croire que tout est normal alors que tout est anormal, et non seulement anormal, mais gravement nocif, gravement destructeur. Et c'est là aussi où nous n'arrivons pas à faire cet inventaire de la crise Covid. Alors, j'aimerais vous partager avec vous deux petites citations. La première, elle est d'Alexis Haupt, un philosophe que j'affectionne tout particulièrement, parce qu'il rappelle la raison pour laquelle nous avons, envers et contre tout, à continuer à parler du Covid, où il dit « Le Covid est une clé ». En effet, si la population parvient à réaliser qu'on lui a menti et qu'on a mis sa vie en danger, alors son psychisme sera apte à faire ce qu'il est pour l'instant incapable de faire, concevoir que le pouvoir puisse être malveillant. Et ça change tout, absolument tout. Et effectivement, nous avons été encapsulés dans ce dogme effrayant que les élites veulent forcément notre bien et que penser autrement est en soi déjà condamnable. Parce qu'au fond, et toute la chasse aux complotistes que nous subissons depuis des mois et des mois maintenant, est un reniement complet de toute l'histoire de l'humanité, de toute la littérature humaine. Toute la littérature ne parle que de gens assoiffés de pouvoir qui sont prêts à tout et qui mettent en péril la communauté dans son entier. C'est quand même pas un scoop que ça existe, c'est quand même pas une nouveauté. Des complots, ça existe. La corruption, ce n'est rien d'autre que des complots. Le coût de la corruption actuellement en Europe, c'est 1000 milliards d'euros par année. Et la France est un des pays le plus touchés. 120 milliards d'euros en France, c'est le coût de la corruption. La corruption, ce ne sont que des complots. Donc bien sûr, il y a des complots à plein d'endroits. Et maintenant, cette classe dégénérée au pouvoir a réussi à faire croire qu'il était condamnable d'envisager qu'il puisse y avoir quelque chose de cet ordre. Non mais c'est extraordinaire quand même. Si ce n'est, et Marie-Estelle Dupont, que j'adore bien sûr dans ses analyses, l'avait souligné, que c'est le mécanisme de la famille toxique et incestueuse. C'est-à-dire que vous avez des parents qui violent ou qui brutalisent les enfants, mais qui font croire qu'ils sont bienveillants et qu'il n'y a rien à dire, et on sait comment les enfants, naturellement, dans des contextes comme ça, en viennent à protéger les secrets familiaux. Parce que pour un enfant, c'est trop dur de penser que le papa ou la maman qu'il aime, même s'il le viole, même s'il le bat, puisse ne pas être aimable. Et donc on a cette régression collective extraordinaire, où les gens qui n'ont pas eu le privilège d'ouvrir les yeux, comme ça a été notre cas, sont dans des états répressifs d'infantilisation gravissimes, avec plus d'accès à la logique, plus d'accès à l'éthique, même plus d'accès à l'imaginaire. Parce que souvent, c'est ce qui nous est rétorqué, c'est « mais je ne peux pas croire que les gouvernants soient mal intentionnés. Je ne peux pas croire que mon médecin qui m'a injecté ait mis ma vie en danger. Je le connais, je ne peux pas croire. » Think again. Ouvre ton imaginaire. Hein? Et donc, voilà, on est aujourd'hui dans ce moment, effectivement, de très très grande tension, mais où on voit que le plan transhumaniste, qui est un plan diabolique, démoniaque. Alors je ne parle pas en tant que théologien, ce que je ne suis pas, mais rappelons que diabolos, c'est celui qui sépare, celui qui divise, le père du mensonge, l'ennemi du genre humain. Prenons une autre métaphore. Allons-y. Qui d'entre vous, si vous trouviez un enfant blessé au bord de la route seul, vous diriez « Ah mais génial, je peux le kidnapper, je peux lui infliger de nouvelles blessures, je peux le violer, je peux l'assassiner. » Mais les gens que nous avons au pouvoir aujourd'hui sont dans cet état d'esprit. Ils peuvent imposer aux enfants de se faire masquer, de se faire isoler, de se faire maltraiter. Ils peuvent imposer que les personnes âgées se fassent euthanasier, c'est-à-dire tuer dans les maisons de retraite. Ils peuvent imposer que l'économie réelle sombre pendant que les plus riches s'enrichissent. Ils peuvent envisager d'envoyer au front, en Ukraine, des jeunes Français se faire tuer. Ils peuvent. Et le drame aujourd'hui, c'est que dans la mentalité collective, il n'y a plus la conscience du fait que oui, non seulement oui c'est possible, mais que oui, ceux qui sont au pouvoir sont dans cette dynamique. Ils sont prêts à tout. J'ai longtemps décortiqué la psychopathologie présidentielle en France,
ce type sera prêt à mettre la France à feu et à sang. À feu et à sang, sans aucun état d'âme. Et il faut le savoir parce que cela existe. Alors, vous voyez à quel point c'est spirituel. Parce qu'au fond, nous sommes au cœur de la question posée aujourd'hui à notre espèce. Notre espèce, en dehors du fait qu'on est tout nu, sans cornes et sans carapace, mais qu'on est devenu très inventif, elle n'a comme autre caractéristique qu'elle évolue au cours du temps. Et nous sommes, à notre connaissance, la seule espèce qui a cette capacité d'évolution. Les fourmis ne vivent pas différemment aujourd'hui qu'il y a un siècle ou 10 000 ans. Les éléphants non plus. Nous, ça n'a plus rien à voir. Parce qu'on a ce potentiel évolutif, et notamment à travers les expériences que nous vivons et le développement de nos habiletés, de faire évoluer notre cerveau. Notre cerveau n'est plus le même que celui de nos ancêtres. Imaginez, quand par exemple l'écriture n'existait pas, personne ne pouvait regarder des petits signes sur quelque chose en entendant une voix dans sa tête. Ça n'existait pas, ça s'est développé. Donc on a ce potentiel évolutif, mais avec cette particularité, et c'est intéressant sur le plan métaphysique, que nous sommes capables du pire et du meilleur. Nous sommes capables de produire Mao et Staline comme Mozart et Bach. Nous sommes capables, je ne vais pas dire l'abbé Pierre par les temps qui courent, mais de produire des gens voilà, qui sont profondément altruistes et... bon, enfin, c'est un peu controversé. Et puis, vous avez voilà, des gens qui sont juste des monstres. Hein, des pédocriminels violents qui sont capables de tout. Donc, vous voyez, l'espèce humaine, c'est compliqué comme histoire. Mais je pense que le grand enjeu évolutif, au fond, dans lequel nous sommes, et peut-être que ça se terminera mal. Peut-être que ça se terminera par un holocauste nucléaire, ou qu'on ira trifouiller le génome d'une manière qui foutra tout par terre, et que la vie humaine sur cette terre, voilà, l'aventure s'arrêtera. Voilà, c'est pas impossible. Et en plus, j'ai envie de dire, moi-même, j'ai pas de religion par rapport à ça. J'aime bien mon espèce, mais bon, en même temps, je crois pas que ça soit le dernier mot du mystère de l'univers. Donc, mais toujours est-il que si on regarde en arrière, ce qu'on observe, c'est cette répétition du pire. Parce que à toutes les époques, ces gens qui, eux, sont dépourvus de cette humanité élémentaire qui fait que si vous voyez un enfant blessé au bord de la route, vous allez le soigner, vous allez le ramener à ceux qui l'aiment, hein, aux siens. Ceux qui sont dépourvus de cette humanité n'arrêtent pas de se hisser au sommet du pouvoir. Et c'est normal, ils sont obsédés par ça. Claude Chabrol, le truculent réalisateur, disait ça, il disait « Mais vous reprochez aux hommes politiques de ne pas être sages. Mais les hommes politiques, ils veulent le pouvoir. Et quel homme sage aurait envie du pouvoir ?» Eh ouais, eh ouais. Sachant qu'ils ont un avantage compétitif terrible. Même des gens assez sympas comme Chirac, quand vous voyez sa vie, mais il a trahi tout le monde. Il a trahi tout le monde, sans état d'âme. Donc, si vous n'êtes pas dans une mentalité pareille, vous ne pouvez pas devenir président de la République. Alors après, la question revient sur nous. Qu'est-ce qui fait qu'on crée des systèmes sociaux au sommet desquels uniquement des gens profondément toxiques peuvent s'élever? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Et là, on se retrouve dans ce paradoxe, alors très chrétien au demeurant, que nous devrions élire des gens qui n'ont aucune envie du pouvoir. Et les gens qui sont obsédés par le pouvoir, nous devrions nous assurer qu'ils n'accèdent jamais à aucune position de pouvoir. Ouais. Moi, Macron, qui joue dans un bac à sable, ou qui fait de la peinture en étant désœuvré, vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'ai pas envie de le triper, j'ai pas envie de l'assassiner, tu ne tueras point. Mais au sommet de l'État, il avait, le colonel qui a révélé ça, il avait donné l'ordre à l'époque des Gilets jaunes, si les Gilets jaunes s'approchaient de l'Élysée, de leur faire tirer dessus. C'est ce genre de type, et ce genre de type, il faut qu'on arrête de les laisser avoir la place qu'ils ont, hein, parce que c'est totalement irresponsable. Alors, la situation dans laquelle on est, c'est que nous sommes dépossédés du pouvoir, vous l'avez observé. Vous avez voté en 2005 contre le traité européen, vous vous en souvenez? Et puis aujourd'hui, on voit qu'il n'y a plus rien qui marche.
35% des Français seraient pour le retrait de l'Union européenne. Combien ça fait aux élections, ça? 0 ou 3%. D'accord? Donc il y a une dépossession objective où aujourd'hui, la population n'a plus l'exercice de sa souveraineté et de son choix de décider pour elle-même ce qui lui conviendrait. Et on voit ça depuis 30 ans. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas de nous imposer des choses, ou si on sonde la population en disant mais est-ce que c'est cette évolution que vous souhaitez, les gens disent à 80% non. D'accord? Et donc c'est répété. Donc le pouvoir a été confisqué. Bon. Alors c'est là encore une position extrêmement angoissante et pénible. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est une question qu'on me pose souvent. C'est bien joli de parler, vous parlez bien, mais qu'est-ce qu'on fait? Alors moi je rappelle que chacun son rôle, et que le rôle d'un anthropologue, ça n'est pas de faire la révolution, mais au-delà de ça, je crois qu'il y a une autre perspective. Juan Branco, qui est un type intéressant, vient de sortir un livre qui s'appelle « Comment construire une guillotine », je crois. Et pour moi, c'est l'erreur absolue. C'est l'erreur absolue. Ce serait de repasser par des solutions du passé. Et en réalité, quand on observe l'histoire, soyons lucides, aucune révolution n'a débouché sur quelque chose de mieux qu'auparavant. Aucune. Jamais. Nulle part. Et puis la violence, je ne suis pas contre. Moi, je ne fais pas du tout partie des non-violents, parce que, inspiré notamment d'un art martial dans lequel je me suis formé, je considère qu'il est légitime d'exercer la quantité minimale de violence nécessaire à faire passer à l'autre l'envie de vous attaquer. Mais c'est intéressant, parce qu'un art martial où on apprend à ne jamais agir sur la colère ou la haine ou l'envie de détruire, c'est presque scientifique, la quantité minimale de violence pour mettre l'autre hors d'état de nuire sans lui créer de dommages irréversibles. Par contre, cette quantité de violence, vous avez toujours le droit de l'exercer, c'est ce qu'on appelle la légitime défense. Cela dit, le rapport de force objectivement est tel aujourd'hui, les moyens dont on dispose sont tels, la façon dont Macron a armé ses forces de l'ordre avec de l'équipement militaire, et on sait qu'il n'hésitera pas une seconde à les éborgner, mutiler, trucider. Donc pour moi, c'est pas que je suis philosophiquement contre le fait de faire usage de la violence, mais que ça me paraît stratégiquement impossible, ou pas indiqué. Ça ne peut que déboucher sur un bain de sang. En revanche, il y a deux pistes qui me paraissent essentielles. La première, c'est que au fond, et c'est ça toute l'histoire de l'humanité avec ces pervers qui arrivent au pouvoir, c'est le fait que nous ne mesurons pas la puissance dont nous disposons. Il suffit du jour au lendemain qu'on arrête de jouer le jeu et c'est fini. Les Romains avaient une procédure, vous le savez, qui s'appelait la secessio plebis. Quand le peuple trouvait que le Sénat déconnait trop, il se retirait. Sur une colline, l'Aventin, et ils attendaient jusqu'à ce que le Sénat fasse marche arrière. La secessio plebis. Alors ce qui est délicat par rapport à ça à l'heure actuelle, c'est que dans leur perversité, ceux qui sont en commande ont instrumentalisé plein de corps intermédiaires dont ils ont fait des relais. On l'a vu avec l'injection. Tous les gens qui sont venus vous aboyer contre parce que vous mettiez en danger la vie des autres en ne vous en pas injecté un truc sûr et efficace. Et ça, évidemment, que c'est la marque des pervers. Hein, toutes les grandes dérives de l'histoire se sont produites non pas parce que les gens étaient des sales types, mais parce que des braves gens ont été transformés en sales types par des monstres qui savaient comment faire en sorte que les gens ne réagissent plus. Et là, il y a tous ces procédés d'ingénierie sociale qui commencent toujours par la désignation de l'ennemi. Celui qui imagine qu'il y a une conspiration derrière tout ça, c'est l'allié du virus, c'est l'allié de Poutine. D'accord? Donc il y a cette réalité que même si nous sommes relativement nombreux, les votations en Suisse ont montré qu'on est quand même 40% de la population en réalité, mais 40% sans moyen d'agir, dépossédés de tout ce qui normalement dans une démocratie devrait nous permettre de nous opposer et de mettre en échec ce que nous avons en face de nous. Mais ne perdons pas de vue que la puissance est de notre côté, qu'on le veuille ou non. Peut-être avons-nous perdu le sens de l'usage de la puissance. Et c'est là aussi où on s'est désaguerri depuis la Deuxième Guerre mondiale. Parce qu'il n'y avait pas besoin, c'était les 30 Glorieuses,
le système démocratique avait l'air de fonctionner à peu près, donc vous voyez ce que je veux dire dans ces cas-là, ben, on passe à autre chose. Là, on est en train de nous redoter des instruments d'usage de la puissance, mais, et j'en terminerai avec ça, je suis convaincu que la solution est spirituelle. Vous savez, il y a un principe en systémique, en analyse systémique, quand vous analysez des systèmes qui dysfonctionnent, comme des familles ou des entreprises ou des institutions, souvent elles essayent de résoudre le problème, mais d'une manière où la solution devient le nouveau problème. Combien de réformes dans les administrations et les entreprises ont produit des résultats encore pires que le problème qu'il y avait pour commencer? Ça vous parle? Et donc c'est un principe de la systémique. La solution qu'a trouvé le système dysfonctionnel est le problème. Bah, la dissolution, en France. C'est devenu le problème. Bon. En revanche, il y a peut-être l'inverse, qui est que le problème pourrait être la solution, en ce qui nous concerne. C'est-à-dire que nous n'avons pas de moyens d'agir. Nous n'avons pas d'armes, nous n'avons pas d'argent, nous n'avons pas d'influence. Nous n'avons pas de prise sur les députés, les gouvernements, la justice, la police, l'armée. On n'a rien, on n'a pas accès aux médias, à rien, zéro. Nous sommes dans le dénuement le plus complet. Et il n'y a même rien que nous pourrions imaginer pour changer ça. Moi, j'ai participé à plein de réunions de collectifs, des gens adorables. Franchement, j'ai passé des bons moments avec eux. Mais ce que j'ai vu, c'est que ce qui empêche que quelque chose de possible émerge, c'est le fait qu'eux aussi sont encore pris dans la modernité. Et j'ai notamment eu des réunions où il y avait littéralement 12 personnes qui sont arrivées avec un projet de 120 pages sur comment faire pour résoudre la situation dans laquelle on est. Et ça, c'est la modernité. Problème, solution, obstacle, outils, projet pour la France. Mais ça ne marche pas, les projets, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que la réalité est organique, la vie est organique. Alors, évidemment, si quelqu'un a un bon projet qui tient compte du réel et qui s'appuie sur le potentiel de croissance organique du vivant, vous voyez ce que je veux dire, il y a des projets qui peuvent marcher, j'en ai créé un certain nombre. Donc, c'est pas qu'il faut rien faire, mais c'est qu'il faut sortir de cette logique. Et c'est ce que je disais à ces gens, je disais, vous ne pouvez pas arriver chacun avec votre projet en disant, il faut que je convainque les autres qu'ils adhèrent à mon projet. Et déjà, en soi, c'est une situation d'échec au départ. Je disais, ce dont vous avez besoin, c'est d'une méthode. C'est comment, en partant de rien, on va construire ensemble quelque chose qui va faire du sens pour tout le monde, et qui ne sera pas l'idée de celui-ci, celui-là, 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 ça sera le produit de l'intelligence collective. Voilà. Et c'est ce switch qu'on a à faire. C'est d'arrêter d'être dans ces logiques passéistes qui ne sont plus capables de générer du bon, pour carrément changer de paradigme, et notamment un paradigme où tout ce dont on a besoin est déjà là. Il s'agit d'en accoucher, il s'agit de le faire venir au jour, et plus nous pouvons être dans des logiques impersonnelles, de dire c'est mon idée, je veux convaincre les autres, je veux avoir le crédit d'avoir trouvé la bonne idée, on s'en fout. On s'en fout, tu n'as aucune importance. La seule chose qui est importante, c'est que l'idée soit là et que les gens puissent se l'approprier et la faire fonctionner. Et c'est la logique de l'open source en informatique. Et donc voilà, dans cette transition dans laquelle on est, je pense que le fait que nous soyons aussi impuissants est la meilleure des nouvelles. Parce que nous ne pouvons nous accrocher à aucune illusion. Nous ne pouvons faire aucun plan. Alors, je suis convaincu que la partie est déjà gagnée et que, voilà, de toute manière, le délire dans lequel ils sont ne peut pas durer et qu'il va s'auto-éteindre. Hein, il va s'effondrer de lui-même. Un très bon exemple, c'est les médias. De l'autre côté de la frontière, les médias sont en train de supprimer les postes par dizaines et dizaines et dizaines et dizaines. Ils ont fait un travail de merde depuis 4 ans, depuis bien plus en réalité, mais c'est aussi un chapitre que je développe dans mon livre. Aujourd'hui en Occident, les médias ne sont plus que des producteurs de narration trompeuses pour que les gens ne sachent pas quels sont les réels enjeux et croient des choses qui ne sont pas vraies, essentiellement
aux fins de pouvoir mener des guerres. Julian Assange l'a dit. Il a dit, sans les médias, aucune des guerres que l'Occident a livrées au cours des 50 dernières années n'aurait été possible. L'opinion publique n'aurait pas accepté. Donc tout le travail des médias, c'est d'endoctriner la population pour qu'on accepte de faire des choses qui sont mauvaises pour la collectivité dans son ensemble. Maintenant, ce qui est intéressant là-dedans, vous voyez, c'est qu'on peut attaquer en justice les médias, on peut les traiter de tous les noms, mais ils sont juste en train de s'effondrer d'eux-mêmes. Quand on met l'audience cumulée des médias alternatifs, Agora TV, Radio Électron Libre, France Soir, Kairos Presse en Belgique, Toxin Média, Votre Modeste Serviteur et tous les autres, on a des audiences cumulées phénoménales. Phénoménales. Et moi, avec ma modeste chaîne que je fais tout seul chez moi grâce à toutes les personnes qui me soutiennent, je fais des taux d'audience supérieurs aux émissions les plus populaires de la radio-télévision suisse, seul dans mon coin. Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Parce que je ne prends pas les gens pour des cons. C'est aussi simple que ça. Je traite mes spectateurs comme j'ai envie d'être traité. Quand je vais écouter un Maffezoli, un Raoult, une Alexandra Roncode, ils me parlent comme à quelqu'un d'intelligent qui peut comprendre. Ça me fait grandir dans ma compréhension. Et donc, j'ai envie de partager avec les gens une information véridique, loyale, honnête, vérifiable. Je donne toujours des sources. Allez voir par vous-même. Vous voyez ? Et ça, en réalité, parce que quand vous donnez de la malbouffe, ou un plat traditionnel que vous avez cuisiné pendant 7 heures. Vous voyez ce que je veux dire? Même le dernier des endoctrinés, il y a un moment donné où la comparaison parle. Et c'est toute la beauté de la spiritualité d'aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas besoin de grands discours, nous avons besoin de vécu. Un des grands mystiques du XXe siècle, un catholique, nul n'est parfait, mais dont je m'inspire beaucoup, l'abbé Zindel, lui, à la question que lui posaient les enfants au catéchisme, mais Dieu c'est qui, c'est quoi? Il répondait, Dieu c'est quand tu t'émerveilles. Pensez à ça. Qu'est-ce qui... Vous voyez, ça recommence. Il peut rien. Qu'est-ce qui dans votre vie vous émerveille? Qu'est-ce qui vous plonge? C'est quoi l'émerveillement? C'est quand tout d'un coup, on se sent être en contact avec plus grand que soi et que ça fait du bien. On est libéré de soi-même. Il y a une respiration qui se manifeste et qui nous donne le sens du sacré. Du sacré. Donc, j'invite chacun d'entre nous à y penser. C'est quoi qui nous émerveille? Ce ne sera pas forcément les mêmes choses d'une personne à l'autre, mais il y aura beaucoup de similarités entre nous. Et la beauté, c'est que puisque ça n'est pas la même chose pour chacun d'entre nous, on peut en parler. Dis-moi ce qui t'émerveille. Et si tu me le dis, même si ce n'est pas ce qui, moi, m'émerveille, le fait d'entendre ton émerveillement va m'émerveiller. Voilà. Et ainsi, nous pouvons faire des chaînes de réactions. Et donc, en conclusion, je suis convaincu que le combat aujourd'hui passe par l'intériorité. Le fait de faire vivre en soi cette dimension sacrée. De se dire que la vie est un cadeau, est un don immense. On ne saura jamais pourquoi, comment, on s'en fout. Ce qui est important, c'est qu'elle est là. Et que quand on partage de cœur à cœur, d'être à être, il y a une très belle expression en allemand qui dit « Augenhöhe », à hauteur Dieu. Je ne suis pas plus grand que toi, je ne suis pas plus petit que toi. On se regarde à haute. Et bien là, il y a une puissance indomptable de la vie qui émerge. Et je pense que le seul chemin pour avoir une chance face aux tarés déshumanisés qui nous prennent pour des ennemis, moi je ne les considère pas comme des ennemis, je les considère comme des pauvres types, comme des grands malades, comme des gens dangereux qu'ils sont, mais pas comme des ennemis, mais eux nous considèrent comme des ennemis. Mais la seule chance que nous avons, je pense que c'est dans ce que j'évoque ici. Ce n'est pas dans les projets, les armes, les révolutions, les guillotines. Et Philippe Bobola, avec qui j'adore interagir, mon compère, anthropologue, physicien, biologiste,
m'a rappelé une expérience qui a eu lieu aux États-Unis dans les années 80 et qui figure encore sur le site du département de la justice. Donc vous voyez, c'est pas des licornes New Age qui gambadent dans l'imaginaire de quelques personnes, où dans 48 villes différentes, ils ont observé ce que produisait le fait que 1% de la population se mette à prier ou à méditer. Et la conclusion de cette étude, c'est que les taux de criminalité s'effondrent. Et donc, je pense que ce dénuement extrême dans lequel nous sommes, et ça sera très franciscain, ça sera très curé d'Ars, cette pauvreté fondamentale est peut-être notre chance. Et pouvons-nous faire usage du fait que nous n'avons pas d'armes, nous n'avons pas d'outils, nous n'avons pas d'argent, mais nous avons cette puissance de l'émerveillement en nous, qui, si on la fait vivre suffisamment, est peut-être capable de renverser le cours des choses. Et j'en terminerai avec ça, parce que ça me tient très très à cœur. Parmi les choses que j'aimerais vraiment réhabiliter, excusez-moi, il y a le christianisme. Parce que on est dans cette situation très étrange d'une société qui n'a plus de racines religieuses. Alors je sais que les religions ont très mauvaise presse, et il faut reconnaître que les églises ont fait plus que quiconque pour donner une très mauvaise réputation au christianisme. Il y a eu beaucoup d'attaques du dehors aussi, hein, c'est pas tombé tout seul. Mais toujours est-il qu'il y a aujourd'hui cette idée chez nous qu'on s'est émancipé de la religion. À la limite, la spiritualité, oui, ça c'est peut-être bien, mais la religion surtout pas. Je suis plus nuancé que ça. Parce que je trouve qu'on a fait un très mauvais procès à la religion. Bien sûr, des formes institutionnelles sont susceptibles de devenir sclérosées de multiples manières. Bien sûr, il y a eu un moralisme, une culpabilisation très lourde de la part du christianisme qui a fait énormément de dégâts au cours des siècles, des mauvaises lectures du divin et de l'émerveillement. Mais je trouve qu'on a vraiment brandi certains fruits pourris pour nier tout le reste. Et en fait, les religions, non, ne sont pas des émanations cauchemardesques de l'humanité, en disant oui, on a tué beaucoup de gens au nom des religions. Non, non, on a tué infiniment plus de personnes au nom de l'athéisme. Le bolchevisme, le nazisme, le maoïsme ont fait infiniment plus de victimes que le christianisme, et il y a un ensemble de distorsions par rapport à ça. Je suis désolé, je suis un peu emballé, le temps passe, donc je vais quand même conclure. Mais par exemple, j'ai été stupéfait de découvrir que l'Inquisition n'a rien à voir avec l'idée qu'on en a. Rien à voir. On a tous cette idée du nom de la rose, on allume des bûchers dans toute l'Europe, dès que quelqu'un est un petit peu trop sexy, ou on le fait brûler, et puis des inquisiteurs le torturent. Non, non, l'Inquisition libérait plus de 98% des prévenus. Empêchait que des gens soient brûlés en venant donner une procédure équitable. C'est la première instruction judiciaire de toute l'histoire, où le prévenu avait le droit de se défendre et de faire valoir ses droits. Oui, il y a eu des exécutions, on ne peut pas lire la réalité de siècles antérieurs à la lumière de la nôtre, mais c'était toujours des gens qui récidivaient. Et dans les faits, le nombre de victimes de l'Inquisition, moi j'y ai cru, j'ai écrit dans certains livres, on a brûlé des millions de personnes, quelques milliers au cours des siècles. La Révolution française a fait plus de morts en un mois que l'Inquisition dans toute l'Europe en un siècle. C'est pas du tout ce qu'on nous a dit. Ça ne veut pas dire que l'Inquisition c'était bien. Vous voyez, qui est-on pour juger quelque chose qui s'est passé il y a 6 siècles? Mais ça n'est en tout cas pas ce qu'on nous a fait croire que c'était. Et en fait, quand on regarde la réalité, il y a des campagnes de destruction du christianisme qui sont à l'œuvre chez nous depuis des siècles, et je ne le dis pas en tant que chrétien ou chauvin, on ferait ça avec l'islam ou le bouddhisme ou le chamanisme, je dirais la même chose. Mais il y a beaucoup d'historiens qui aujourd'hui sont en train de revisiter toute cette histoire, et qui ne sont pas catholiques ou qui ne sont pas chrétiens, en disant je ne le fais pas comme catholique, mais comme historien. Parce que c'est juste pas normal qu'on ait tous une vision aussi déformée des choses. Et je pense, envers et contre tout, que le fait qu'au cœur de chaque village, il y ait un bâtiment inscrit qui rappelle la présence du sacré, que nous puissions honorer ces siècles et ces siècles qui n'ont pas du tout été des siècles d'obscurantisme. Allez visiter la Sainte-Chapelle à Paris et dites-moi si c'était une époque obscurantiste. Hein.
On dit que la démarche scientifique a commencé avec Descartes et Newton, c'est faux. C'est la scolastique du XIIIe siècle. Saint Thomas d'Aquin et Albert le Grand, l'Église a toujours soutenu le développement de la recherche scientifique. Donc il y a comme ça un ensemble de choses à corriger. Pourquoi? Parce que c'est très difficile d'habiter le présent et de s'avancer vers l'avenir si on est en ignorance ou en projection négative par rapport à la réalité. Et la vérité est qu'il y a, qu'on le veuille ou non, et là encore je ne le dis pas à partir de mes propres convictions, mais il y a au cœur de la tradition dont nous sommes issus, Amin Maalouf, le grand écrivain libanais, l'avait dit, seul le christianisme pouvait produire une société tolérante et démocratique. Parce qu'il y a cette parole de saint Paul, il n'y a plus ni juifs, ni grecs, ni barbares, ni hommes, ni femmes, il n'y a que des enfants de Dieu. Et ça a été le génie de l'Occident. Et on nous a encombrés de toutes les représentations. Candace Owens, la journaliste afro-américaine aux États-Unis, fait du bon boulot. Elle dit, mais attendez, on accuse les Blancs de s'être livrés à l'esclavage. Mais les Blancs ont mis fin à l'esclavage. L'esclavage s'est produit dans toutes les sociétés à travers le monde. Il y a eu plus d'esclaves blancs dans le monde arabe et en Afrique qu'il n'y a eu d'Africains déportés. Ça ne veut pas dire que c'était bien de déporter les Africains, entendons-nous bien. Chez les Inuits, les charmants Esquimaux qui vivent sur la banquise, il y avait de l'esclavage et on coupait le nez aux esclaves pour pas qu'ils puissent s'enfuir sur la banquise. Et on vient nous culpabiliser, nous, de ce que nos ancêtres ont fait il y a 3 ou 4 siècles en arrière. Non, 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 non. Non, 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 non. Vous voyez, il faut remettre l'église au milieu du village. Ce qui ne veut pas dire que qui que ce soit est forcément à passer par le christianisme. Mais au fond, ce qui est important, c'est ce qui, dans toutes les différentes civilisations, traditions laïques ou sacrées, d'ici ou d'ailleurs, fait vivre cette dignité fondamentale, cette règle d'or. Et je crois qu'il faut vraiment qu'on arrête d'assister impuissant à la destruction du christianisme, parce que le coût est énorme. Et qu'il faut au contraire réhabiliter les trésors qui s'y trouvent, sans fermer les yeux sur toutes les scories qu'elle a également produites, parce que nous sommes le fruit de notre histoire, et dans cette histoire, il y a beaucoup de choses magnifiques. Et je terminerai avec ça. Michel Mazzoli dit souvent que l'enjeu, c'est l'enracinement dynamique. Il faut qu'on s'enracine dans nos traditions, dans le passé. C'est pour ça que j'adore toutes ces images de dévotion. Si j'étais en Inde ou en Polynésie, il y en aurait d'autres, mais peu importe, c'est les mêmes, c'est la même aspiration à la contemplation du mystère. Et il n'y a qu'en s'enracinant dans ce dont on est issu qu'on peut trouver l'élan vers l'avenir, alors qu'on est en train de faire de nous des êtres sans racines, sans mémoire, sans passé, sans relation à soi-même et aux autres. Et c'est ça l'agenda diabolique en cours. Donc vous voyez, d'une manière ou d'une autre, je crois que la bataille est profondément spirituelle. Merci. Merci Jean-Dominique, c'était une très belle conférence, vraiment. Elle est tout à fait adaptée au cadre. On vous donne 5 questions. Et puis je reprends après. S'il vous plaît, vous les faites courtes, précises et vous parlez fort parce qu'on ne peut pas passer on ne peut pas passer le micro. Bonsoir Dominique. Sur le trajet pour venir jusqu'ici, je pensais poser une question sur la spiritualité. Et finalement, c'est la conférence que vous faites. Donc bon, c'est bien connu que les grands esprits se rencontrent. Et moi je fais partie d'une tribu qui ne veut pas être génocidée comme le montre mon t-shirt. Et je fais partie de cette tribu complotiste que j'aime bien appeler frères de lumière. Car j'ai bercé dans la religion catholique, avec mes grands-parents, petits paysans de la campagne fribourgeoise, et autour des valeurs traditionnelles et de la religion catholique. Et j'en ai retiré surtout des valeurs humaines et profondément spirituelles. Ce qui a beaucoup dérangé des gendarmes lors d'une garde à vue, qui avaient verbalisé des infirmières en plein confinement, et qui estimaient que mon texte
humoristique, sarcastique, qui avait eu énormément de succès sur les réseaux sociaux, FDP, qui pour eux, comme en tant que supplétif du fisc, estimait que ça voulait dire fils de pute. Et je leur ai rappelé mon passé et je leur ai simplement dit que pour moi, ça voulait dire frère de prière. Et si vous aviez vu le gendarme devant moi, qui se vantait pour être le meilleur enquêteur de Saint-Claude et du Haut-Jura, c'est littéralement décomposé. Parce que comme j'avais pris un ascendant vraiment spirituel et humain, et justement, je pense souvent à cette phrase de Dostoïevski, qui dit dans les frères Karamazov, qui explorent vraiment la déchéance humaine, à mesure que vous progresserez vers l'amour, vous constaterez que Dieu existe et que l'âme est immortelle. Et je trouve que la foi qu'on a pu développer parmi toute la tribu complotiste lors de ces 4 dernières années, en fait, elle donne un ancrage dans le réel. Et c'est ce qui fait qu'on peut avoir vraiment la meilleure force. Et ce qui fait aussi que maintenant, on crée de plus en plus, on pense l'avenir et on crée des collectifs. Et des collectifs qui sont... C'est très intéressant ce que vous dites, mais on peut pas... Alors justement, je voulais savoir si actuellement on voit bien qu'on a finalement un terreau vierge qui nous entoure de gens qui n'ont plus aucune spiritualité. Donc je pense, comment faire pour essayer de diffuser cette parole, qu'elle soit la parole de Jésus, ou des évangiles, de la Bible, peu importe, mais finalement de la foi et de la spiritualité. Merci beaucoup. Ou amérindienne. Oui, oui. Je crois que, et je vais faire une émission qui s'appellera « Splendeur et misère du christianisme », parce qu'il y a beaucoup à dire. Et une des grandes défaites du christianisme, c'est d'avoir fait croire que l'opinion sauvait. Et notamment à travers une compréhension erronée de la croyance ou de la foi. Si vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu, vous êtes sauvé. Si vous avez l'opinion que Jésus est le Fils de Dieu, vous êtes sauvé. Mais vos opinions ne vous sauveront jamais. Aucune opinion n'a jamais sauvé personne. Et en fait, quand on retourne à l'étymologie, dans les langues sémitiques, dont l'araméen, la foi, ce que je crois, c'est ce que j'ai éprouvé par l'expérience et qui s'est avéré solide. Et c'est la différence entre le savoir et la connaissance. La connaissance, c'est quelque chose qui implique l'expérience personnelle et qui fait qu'il y a une réalité que vous avez éprouvée et qui fait partie de vous. Par exemple, je connais mes proches. Je ne connais pas Donald Trump. Je sais un ensemble de choses sur Donald Trump, je peux me forger une opinion de Donald Trump, mais je n'ai aucune idée de qui est réellement Donald Trump. Vous voyez, mes proches, je les connais. Et là, il y a eu ce problème du christianisme, qui bien sûr a été avec des stratégies de pouvoir, toutes les institutions tendent à développer ça, qui était que vous deviez avoir certaines opinions pour être conforme et être sauvé. Bon, on sait tous aujourd'hui que c'est pas ça. Et moi je dis souvent qu'il y a des gens qui sont athées ou agnostiques qui à mes yeux sont beaucoup plus spirituels que beaucoup de chrétiens. Et oui, j'ai trouvé dans les cantines ouvrières du sud de la France quand j'étais ado, mais une solidarité, une communion, une fraternité, une chaleur. Des fois, quand vous allez à la messe, vous dites il ferait peut-être bien de s'en inspirer, parce que si vraiment un sauveur nous aimait et joie dans les cieux, vous pourriez peut-être être un petit peu plus joyeux sur vos bancs. Donc, alors, bon, on peut rigoler avec ça et taquiner un peu les chrétiens, mais au-delà de ça, ce dont il est question, c'est de ça, c'est du vécu. Et bien sûr qu'il y a eu plein de hiatus dans l'histoire, les enfants amérindiens qu'on a cherché à évangéliser en les privant. Ils étaient déjà en train de vivre quelque chose qui était profondément évangélique. Profondément. La spiritualité amérindienne avec Femme Bison Blanche et les Lakota, c'est de l'évangile à l'état pur. Et au lieu d'honorer ça, et éventuellement de les inviter à quelque chose d'autre, on a essayé de les casser et de leur substituer à un Dieu qui était une barbarie. Donc,
ce dont il est question, c'est du vécu. Et quand vous dites qu'il y a des gens qui n'ont aucune spiritualité, je ne crois pas. Ça voudrait dire que c'est des gens chez qui la capacité d'émerveillement s'est éteinte. Et il y en a, oui, je crois que les pervers et les psychopathes n'ont plus que l'émerveillement de la jouissance et du sadisme, même si ça reste peut-être un émerveillement, c'est une spiritualité noire, diabolique, mais que chez tous les autres humains, c'est présent et en tout cas en germe, et donc ce dont il s'agit, c'est de le réveiller. Et on ne peut pas le réveiller en prêchant, en tout cas pas si on n'est pas curé. Si on est curé avec des bons et des vrais prêches et une belle liturgie, on peut réveiller beaucoup de choses. Mais nous qui ne sommes pas dans cette position, je pense que c'est surtout par ce qu'on vit. Et notamment la manière dont on s'accorde de relationner aux autres. Parce que si on va au bout de la spiritualité, j'ai une tante qui était Clarisse. Elle vient de décéder à l'âge de 99 ans et elle m'a été très utile parce que moi j'ai beaucoup rejeté le christianisme quand j'étais ado parce que je me disais qu'on m'empêchait d'avoir des relations sexuelles. Puis après j'ai été intéressé plutôt par d'autres traditions que par cela et ce n'est que tardivement que je me suis réintéressé au christianisme, mais vous voyez, ouvert d'esprit comme j'en avais exploré d'autres. Mais j'avais été rencontrer des moniales dans leur monastère à Millau. Puis une d'entre elles, je m'intéressais beaucoup à la guérison à l'époque, m'a dit « Non, vous savez, j'ai pas mal médité sur les guérisons dans les évangiles, et au fond, ce qui m'apparaît, c'est que c'était toujours une question de relation. C'est-à-dire que la personne souffrante, tout d'un coup, était face à quelqu'un qui faisait vivre avec une telle intensité l'accueil de l'autre dans sa réalité, de pouvoir tout voir de la personne sans rien condamner, sans rien juger. Je vois tout, tes ombres et tes lumières, je vois tes casseroles, je vois tes défauts, je vois tes lâchetés, mais je ne juge rien. Elle me disait, c'est ça la guérison. Et là, je crois, vous voyez, qu'on a effectivement une mission, mais qui n'est pas celle de faire des discours, qui n'est pas celle de vouloir... faire que des gens deviennent spirituels, mais de les rencontrer dans là où ça se joue, et pour nous et pour les autres, d'une manière qui sera... Et je trouve que ça vit énormément dans les collectifs. Il y a des collectifs qui sont un peu malades aussi, mais dans la plupart des collectifs que j'ai vus, moi je me régale. Je me régale. Merci. Est-ce qu'il y a une question? Monsieur? Jacques. Pardon, c'est une question un peu décalée, mais je la pose parce que j'ai entendu des choses. Que diriez-vous à quelqu'un qui affirmerait Jean-Dominique Michel est un franc-maçon qui essaye de pénétrer les milieux spirituels? Oui, oui, j'ai entendu ça. J'ai découvert que j'étais un franc-maçon du 28e degré. Alors ça me plaît, parce que je suis né un 28 janvier, donc 28e degré, ça me va très bien. Je n'ai jamais foutu les pieds de ma vie dans un... Je ne sais même pas comment ça s'appelle, un cercle, une obédience, jamais foutu. Je me méfie énormément des sociétés secrètes. Non pas que je crois que la totalité des maçons soient des gens mauvais. Il y a plein de gens admirables qui étaient francs-maçons, dont Maffezoli, Gilbert Durand, Joseph de Maistre. Donc non, mais je n'aime pas l'idée de société secrète. Et ce que je sais, c'est que pour des criminels, rien n'est plus idéal qu'une société secrète, parce que c'est secret. J'ai entendu dire qu'il y avait un serment, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, s'il y a des maçons dans la salle, vous pouvez m'en parler, qu'il y a un serment qui est prêté de faire passer la fraternité maçonnique avant toute autre règle de vie en société, et si ça c'est vrai, je suis contre les francs-maçons, parce que ça c'est très très grave. C'est très très grave. Donc après, non mais ce qui est intéressant, c'est toutes ces projections. Alors il y a de toute manière des rumeurs qui sont lancées par des officines de propagande, et y compris à l'intérieur de la résistance. Mais après, ça montre aussi que, et je le dis souvent, gardons à l'esprit que nous ne sommes pas plus intelligents que ceux du camp d'en face. C'est pas parce qu'on a un QI plus élevé qu'on a compris, c'est parce qu'on a eu une immunité face à la dérive. Mais nous ne sommes pas plus vertueux non plus. Nous aussi, nous sommes bourrés de défauts et il faut rester très, très humble par rapport à tout ça. Et malheureusement, il y a une parano active à l'intérieur de la... Et je me dis, mais qui va commencer à raconter, alors j'ai jamais foutu les pieds dans... que je suis un franc-maçon qui cherche à noyauter... Vous voyez ce que je veux dire? Faut quand même être sacrément malade pour avoir envie de raconter des choses pareilles.
voilà, donc ça existe de tous les bords, et puis il y a autant de pervers narcissiques chez nous que dans le camp d'en face, parce que les pervers, ils sont attirés par les endroits où ils vont pouvoir avoir de l'influence sur les autres. Et cette logique du soupçon, je la vois, on l'a vu récemment contre Didier Raoult. Il y a plein de gens qui disent « mais méfiez-vous de lui, il a été à Biomérieux, il trempe dans le camp adverse ». Beaucoup de gens contre Perronne. Il a refusé les travaux de Nextdose, il est compromis avec le camp d'en face, Alexandrin Orion-Caude. Vous lui faites confiance avec ses petites bouclettes, si vous saviez la vilaine personne que c'est, maintenant moi aussi. Bon, bah vous êtes bien gentils les mecs. Mais si je me décompose pas face aux attaques du camp d'en face, je ne vais pas me décomposer non plus face aux attaques de notre camp. Et je pense même que dans une période comme celle-ci, c'est inévitable quand vous avez une certaine visibilité d'être la cible de toutes sortes de projections. Et d'ailleurs, parfois les projections positives sont encore plus dangereuses que les projections négatives. Parce que les gens qui vous trouvent génial, vous êtes tellement plein de bonté, vous êtes tellement magnifique, vous êtes... Wow, wow, wow. J'espère avoir des qualités, mais dans ma vie de tous les jours, je suis comme chacun d'entre nous, je galère à certains endroits, donc voilà, c'est important d'avoir du recul par rapport à ça. Merci. Une dernière question, et on arrête là, parce que... C'est mes réponses qui sont trop longues, je sais. C'est peu que je connais de l'histoire, c'est que la balance des causes, des changements historiques, ne se fait jamais. Et par exemple, la résistance polonaise, moi je suis polonaise, la résistance polonaise ne pourrait pas fonctionner sans que la noblesse encachette les finances, les soutiens, apporte ou organise la nourriture aux résistants dans les forêts, etc. Il y a toujours aussi l'intérêt pour accumuler ces capitales cachées pour les mettre ici ou ici. Il y a bon côté, je crois. Pourquoi pour le moment où j'en sais rien, peut-être ça existe, ces finances, c'est l'argent n'arrive pas encore à remonter, changer la surface, cette croûte. Merci. Oui, c'est une très bonne question qui moi aussi m'intéresse, parce qu'au fond, les grands prédateurs globaux, on les connaît. Ils sont déjà richissimes, Bernard Arnault en France, et Xavier Niel et quelques autres. Bon. Et ils n'arrêtent pas de s'enrichir. Maintenant, vous avez quand même des très grands capitaines d'industrie, vous avez quand même des gens richissimes qui, eux, sont en train de boire un bouillon. Donc moi je me dis, mais bon sang, pourquoi est-ce que ces gens, qui sont a priori aussi méchants et aussi avides que les autres, ne réagissent pas? Alors on a vu récemment avec la démission de Thierry Breton à la Commission européenne que quand même les crocodiles finissent toujours par se bouffer entre eux. Donc de toute manière il va y avoir des choses comme ça, d'une manière ou d'une autre. Mais là encore, je crois qu'on est dans une époque où la pauvreté est importante. Et en ce qui me concerne, parce que comme j'ai pris une certaine visibilité, il y a des gens qui m'ont dit « mais je pourrais éventuellement financer vos activités, j'ai des moyens, etc. » Et un très bon ami à moi, qui est à la tête d'un anti-média en Suisse, m'a rappelé la fable du loup et du chien. Et il m'a dit que lui, son modèle économique, c'est de tabler sur les abonnés, mais de refuser tout don de l'extérieur. Parce qu'au fond, même chez les gens bien intentionnés qui ont des moyens, il n'y a pas de don gratuit. Et il y a toujours, d'une manière ou d'une autre, cette idée de contrepartie. Je t'ai donné 50 000 €, ça t'a permis de travailler pendant 6 mois ou une année. Maintenant, tu devrais peut-être faire ça plutôt comme ça, j'ai pas tout à fait... Donc moi, j'ai pris la même philosophie. Je ne compte que sur mes abonnés et les programmes de formation que je vends pour être totalement libre de toute attache. Et je pense d'ailleurs que l'important, c'est que les choses se sèment à grande échelle. C'est pas de réunir des fortune ou des fonds importants pour pouvoir avoir une puissance d'action quelque part, parce que de nouveau c'est par notre impuissance que nous y arriverons, mais c'est d'aider des suspendus à boucler les fins de mois. Voyez, c'est dans cette solidarité immédiate
qu'on va y arriver plutôt que par des grosses bastringues. Et donc je pense aussi que ces modèles économiques du passé, de toute manière, c'est pas dans cette direction qu'il faut regarder. Et puis bien sûr, soutenir l'ensemble des médias indépendants. Donc moi j'ai par exemple des fois des Français qui me disent « Ah, est-ce que je peux vous envoyer un chèque ?» Ça c'est un vestige de l'ancien régime. Mais ça n'existe que chez vous. Ça ne s'encaisse pas au-dessus de la frontière. Donc ce que je réponds à ces gens-là, mais donnez à un autre média indépendant en France, on fait le même travail. Donc si vous donnez à Toxin ou à Putsch ou à whatever, vous voyez, ça, de toute manière ça va dans la même direction. Donc si les chèques ne traversent pas la frontière, faites-le de votre côté. Mais l'important c'est qu'on fasse vivre tout ça. Voilà, et donc oui, je crois à ça. Impuissance, pauvreté, émerveillement. Et là, on est invincible, de mon point de vue. Merci. Merci, c'était vraiment une très bonne conférence. Alors, je voudrais rebondir sur ce que Jean-Dominique a dit concernant les médias indépendants. Je voulais vous présenter Essential News, qui est de l'autre côté de la frontière, mais que je vous invite à suivre. Jean-Dominique était là pour une journée pour les donateurs dimanche. Et franchement, c'est un média remarquable et vous trouverez des leaflets pour mieux faire sa connaissance sur la table là-bas. Il y a autre chose, surtout pour les Suisses, que je vous conseille de soutenir, c'est le mouvement fédératif roman. J'en parle souvent, parce que comme vous savez, nos conférences, on les fait avec eux. Donc pour les Suisses, surtout n'hésitez pas à vous inscrire, c'est le poil à gratter du gouvernement, comme dit Michel, qui est la présidente. Et franchement, côté suisse, ils font du très bon boulot. Et je pense que même si on est en France, vous pouvez même les soutenir, ils seront très contents. Et c'est pas parce qu'il y a une frontière entre les deux, on est tous dans le même problème. Là aussi, vous avez toujours leurs coordonnées là-bas. À ce propos, là c'est une exception, nous ne le faisons pas avec le mouvement fédératif roman, mais le mouvement fédératif roman fait une journée de conférence absolument exceptionnelle, dont on vous avait déjà parlé au mois de juin. Voici l'affiche, vous avez les tracts là-bas. Il y a une journée de 9h du matin à 18h le 1er décembre qui abordera tous les thèmes du climat. C'est pas très loin d'ici, c'est à Nyon. Il y aura 6 intervenants expérimentés, dont Éric Verrecchia, que vous avez été très 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 nombreux à nous réclamer, puisqu'il est déjà venu ici en février pour parler du climat. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous avaient demandé à ce qu'il revienne. Donc vous pourrez le retrouver le 1er à Nyon. Vous trouverez sur le site du MFR tout pour vous inscrire, et sinon de toute façon j'ai tout mis sur la table. Pour revenir à nos conférences, les 2 prochaines sont donc, attendez, je vous dis ça tout de suite. Claude Janvier, le 14 octobre, oligarchie financière et mondialisation, pardon, qui dirige réellement le monde. Donc ça c'est lundi 14 octobre ici. Et vous avez Stanislas Berton, qui est un peu notre chouchou et qui revient pour la 3e fois, parce qu'il vient de sortir un opus numéro 4 de son livre. Et Stanislas revient le lundi 11 novembre ici. Et le thème sera « Après le mondialisme, que faire ?» Voilà, donc je vous invite à surveiller votre boîte aux lettres mail si vous voulez vous inscrire. Voilà. Évidemment, l'argent est le nerf de la guerre. Sans vos dons, je vous rappelle que c'est 30 francs la place côté suisse. Donc on vous demande d'être généreux parce que nous avons beaucoup de frais. La salle, la télévision, etc. etc. Nos intervenants ont toujours l'immense gentillesse de venir gratuitement, mais nous avons des frais de déplacement. Donc on vous demande de nous soutenir et d'être généreux. Vous avez la caisse à la sortie. Voilà. Et puis maintenant, je laisse Jean-Dominique qui va vous dédicacer des livres si vous le souhaitez. Et franchement, je vous le conseille. Merci d'être venu. Thank you.